Hey, hey, hey! Cette semaine au Sportcaster, on reçoit Pat Côté et Étienne Dano. On jase de UFC avec un paquet d'anecdotes qui impliquent de l'argent ces matelas, puis des combats difficiles. Tout ça après ceci. Salut guys, ça va? Très bien. Quel show incroyable. J'ai réussi à mettre en studio Étienne Dano et l'unique Pat Côté en direct des Sportcasters. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça, c'est d'où ça part, Pat? Parce que là, Étienne, il allait te le compter tantôt. Ben oui, vas-y. C'est vraiment cool. Tu sais, je pars mon podcast, tu sais, puis là, je dis, je pars un podcast de sport, puis je dis à Étienne, je dis, ce serait qui l'invité que tu aurais le plus envie qu'on rencontre, le gars de sport qui donnerait l'épisode le plus complètement débile? Puis il m'a dit, ben, pas de côté, mon gars. Fait que là, j'ai réussi à vous dire, New United. Fait que, petite bio. J'ai dit, je m'en vais co-animer avec toi si t'as pas de côté. Tu vois, ton podcast va être je vais être rendu officiel dans ma tête le jour où tu vas être pas de côté. Bon, ben, c'est officiel, Étienne. Je te dis, je pars un podcast. Je te présente pas de côté. Mais pour vrai, je suis vraiment content que vous soyez là, les gars. Pas de côté, 34 combats professionnels dans UFC. Un gars de Rimouski, Saint-Narcisse. Même que je peux dire. Saint-Narcisse represent. Ah, c'est hot. Étienne Dano, animateur radio, humoriste. Un gars de la télé, tout le monde le connaît, paquet de projets. T'es bien fin, vieux, mais c'est pas de côté la star. Ah oui, je sais. Mais je veux juste vous dire qu'avec le métier que j'en ai visité des coins perdus au Québec. Ouais. J'ai déjà fait un show à Saint-Narcisse. Alors, de Rimouski? Au centre communautaire. Il y a un centre communautaire à Saint-Narcisse avec des chaises pliantes. Oh, oui. Ouais, c'était pour. Je sais pas c'est quoi l'événement, mais ouais. Wow, OK. C'est pour vrai, il a raison. C'est vraiment. C'est très loin, là. Très loin. Mais il y a quand même une affaire qui est assez populaire là-bas. Là. Les Portes de l'Enfer. Tout le monde connaît ça. Les Portes de l'Enfer. Les Portes de l'Enfer, c'est comme une réserve naturelle qui a trois rivières qui se rencontrent. Puis ça fait une grosse chute. Puis ils appellent ça les Portes de l'Enfer. C'est vraiment connu à travers le Québec. C'est une des plus belles places au Québec. Mais c'est dans vraiment une petite place. On s'entend, il y a 900 habitants dans ce village-là. 900 habitants. Il y a 5 rues, une église, un magasin général. Puis un centre communautaire. Un centre communautaire. Ouais, exact, ouais. c'est ça. Moi, il y avait un gars, je m'en souviens, qui était venu parce que il y a des rangs, mais des fois, c'est long avant que tu puisses croiser une route perpendiculaire pour aller à l'autre rang. Puis il y a un gars qui était venu en ski de fond par le champ. Ah oui, ça va plus vite. Il y a de la neige là-bas. Là, je pense qu'ils viennent de finir d'avoir de la neige. Ça vient de finir de fondre. Tu y retournes-tu souvent? Ouais. Une fois par été. Une fois par année, j'y retourne. J'ai ma famille là-bas du côté de mon père qui est là-bas. J'ai mes deuxièmes parents qui sont là-bas aussi, qui est ma tante et mon oncle. Puis j'ai beaucoup de cousins là-bas. Mais oui, écoute, tu sais, t'es allé. Là, je sais pas si t'as vu le vibe de cette place-là, mais... C'est du monde tellement gentil. Personne barre leur porte là-bas. La meilleure recette de sport, c'est là-bas. Ah, c'est clair. C'est ça. C'est pur, c'est vrai. Là. Ah, c'est hâte d'entendre ça. Parce que, tu sais, un bout, là, je faisais ta bio, puis là, je disais, OK, Sherbrooke, Belleuil, là, Rimouski, Saint-Narcisse. Toi, t'es resté là toute ta jeunesse? T'as fait un bout? Non, moi, je suis parti à l'âge de 4 ans de Saint-Narcisse avec ma mère seulement. On a vécu à Sherbrooke jusqu'à temps que j'ai 19 ans. OK. Puis c'est ça. Puis on n'a pas été. Honnêtement, là, je veux pas faire pitié, mais on n'a vraiment pas eu une vie facile. On a vécu sous le seuil de la pauvreté pendant des années. Okay. Mais moi, j'étais un enfant unique. Puis moi et ma mère, c'est comme lié plus en équipe qu'une famille. Fait que, on s'aidait beaucoup. Puis ma mère est tombée invalide pendant 2 ans. Elle a eu un accident de travail. Puis moi, j'avais 10-12 ans. Puis il a fallu que je prenne comme les rênes de l'équipe, dans le fond, là, d'aller faire l'épicerie, à revenir en taxi. J'avais 10 ans avec la carte de crédit. Fait que c'est ça, sauf que ça nous a développé quelque chose de vraiment solide aujourd'hui, puis on l'a encore. Parce que j'ai écouté, on tombe, pour vrai c'est touchant, là, mais j'ai écouté Le Combattant. Le documentaire. Pour vrai, genre, tu sais, je suis le genre de gars que je niaise, tu sais, je fais des jokes en show, je dis tout le temps que je disais que moi, je suis pas un gars d'émotion, mais tu sais, j'étais un enfant unique, moi aussi. Puis la seule présence masculine chez nous, c'était RDS. Fait que ça a fait que je pleure à la fin des films de sport. Fait que je vais t'avouer, mon gars, j'écoutais Le Combattant, j'essaie de rester comme sérieux, j'étais genre, aïe, ça me touche, là. Pour vrai, c'est vraiment touchant. C'est drôle que tu dis ça, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont parlé de ça aussi, que t'écoutes ça, puis tu sais, c'est vrai, c'est pur. Puis je savais que ça allait donner quelque chose de bien, parce que c'est Simon Sachel qui a fait le documentaire avec Pixcom, puis c'est vraiment
vraiment écœurant. Je m'attendais à quelque chose de solide, mais pas comme ça. Puis moi, je l'ai écouté, je pense, 7 fois, puis j'ai pleuré 7 fois. C'est quelque chose, tu sais. Puis, tu sais, on voit ma famille aussi, on voit ma mère, on voit tout. Exactement, on retourne dans mon école secondaire à Sherbrooke. C'est vraiment cool. Hey, c'était de la bombe, ça. Pour vrai, je recommande à tout le monde d'écouter ça. Ouais. Ça m'a touché, puis j'ai appris comme pas mal de choses là-dedans aussi, tu sais, les débuts. Parce que, tu sais, on va se le dire, t'es un gars qui a commencé au Millennium à Laval à se battre. Tu sais, les débuts avec des cris comme arrache, coupe-y à la tête, puis tout. Dans un ring. Les règlements, ils se comptaient sur les doigts d'une main. Oui, c'est peut-être ceux-là qu'on connaissait. Il y en avait peut-être 5, là. T'es supposé en avoir plus, mais ça commençait. Puis écoute, je pense que c'est ça que moi, je suis fier dans ce sport-là. Comme tu parles, on a commencé vraiment très très bas au Millennium, puis devant genre 75 personnes. Puis je pense qu'ici au Québec, puis au Canada même, je participais à l'évolution de ce sport-là depuis des années. Puis j'ai essayé de faire paraître ce sport-là, je veux pas dire moins violent, parce que c'est un sport violent, mais plus acceptable, puis que c'était pas juste des cabochons qui pouvaient avoir une vie là-dedans, puis une belle carrière là-dedans. Il faut que tu sois quand même... T'sais, avant, t'avais des goons de hockey contre des doormen, puis ça donnait un spectacle, ça se tapait sur la gueule. Mais si tu vas avoir une carrière là-dedans puis vivre de ça, c'est pas comme ça marche. Exact. Puis comment on explique ça, un gars, parce que moi, je voyais que t'avais beaucoup de combats à Drummondville au début. À Victo. À Victo, à Drummond. Mais tu sais, c'était ça qu'il disait sur ta page Wikipédia, je checkais ça, je disais, crème, beaucoup de combats, puis ça allait vite. T'alignais les fights rapidement. Je sais pas si les gars, ils se faisaient coucher vite ou ben non. Comment ça se passait? Ben, je sais pas, tu sais, C'était une autre mentalité. Dans ce temps-là, c'est sûr que quand on a commencé, les connaissances d'alimentation, de prendre soin de notre corps, on n'avait pas ça. Je veux dire, c'était le plus tough qui gagnait. Ben, c'est ça. On s'entraînait, puis on essayait de devenir meilleur, mais on apprenait un peu par la bande aussi. On apprenait sur le tas. Fait qu'on alignait des combats, puis veux pas, tu sortais de là pas trop magané, fait que tu essayais d'en refaire un autre. D'en aligner un autre pas trop longtemps après, là. Mais c'est ça. C'était comme ça. C'était la raison pourquoi ça s'enlignait vite, c'est que tu étais capable, mais c'était-tu une raison de cash aussi? Oui, pas vraiment. Moi, dire au début, je faisais pas beaucoup d'argent. Je pense que mes 5 premiers combats, c'est moi qui ai payé pour me battre. Ça m'a coûté de l'argent. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Le sport évolue au niveau du talent, mais au niveau des bourses, quand tu te bats dans des organisations plus basses, tu peux pas vraiment vivre de ça. Non, c'est vraiment de la passion. C'est dur, puis c'est dur parce que si tu veux atteindre un niveau supérieur de l'élite, il faut que tu t'entraînes quasiment à temps plein. T'as pas le choix. Tu sais, là, est où le juste milieu là-dedans? Tu vas sacrifier ta vie, ta vie, ton bien-être pour t'entraîner à temps plein, ou ben non, tu vas courir après tes scènes, puis si tu te bats 5 fois par année dans des petites organisations, tu vas faire quoi, 2-3 000 $, tu peux pas vivre de ça. Ça représentait ça, les bourses à l'époque. On parle de 2-3 000 $ quand t'as commencé. Ben, je te dirais aujourd'hui, c'est ça. Dans ce temps-là, moi, je me suis déjà battu pour 500 $, mais c'est à la fin de la journée, avec le transport, avec tout name it, là, ça me coûtait de l'argent, exactement. Ouais, parce qu'on va se le dire, juste s'entraîner, avoir les accès aux meilleurs coachs, tout ça, justement, améliorer les conseils. Tu dis, ça se tord, là, un combattant, ça touche à l'alimentation, à plein d'affaires, ça pouvait représenter quoi dans ce temps-là? Les montants que ça te coûtait, là, tu sais. Pas mal moins qu'aujourd'hui parce que l'équipe était pas mal moins grosse. Tu avais ton équipe, tu avais des entraîneurs, puis c'est tout. Tu n'avais pas de massothérapeute, tu n'avais pas des gars de nutrition qui se spécialisaient dans ce sport-là aussi. Les connaissances de déshydratation, quelqu'un qui y en a qui se spécialise sur la déshydratation et la réhydratation pour faire le poids. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Prendre conscience que notre corps, c'est notre outil de travail, on n'avait pas cette mentalité-là non plus. Puis tantôt, je te parlais des bourses, c'est la même chose. Je dis aux jeunes aujourd'hui, si tu commences à faire ce sport-là pour être riche, pour être populaire, ben arrête, parce que c'est pas les bonnes raisons. Au début, il faut que tu fasses ça par passion, là, parce que ça va prendre du temps avant de faire de l'argent dans ce sport-là. Ouais, moi, ça m'impressionne tellement. Puis là, j'ai su le fun fact cette semaine, le plus fou par rapport à ta carrière. C'est l'histoire que le UFC 50, tu devais affronter un autre gars. Ouais. Et là, le téléphone sonne à 4 jours d'avis, puis on te dit tu pourrais affronter un autre gars. C'est qui? Tito Ortiz, qui était quasiment le poster boy de la UFC à ce moment-là. Ça l'a été très longtemps. Puis, écoute, c'est une histoire qui,
je pourrais jamais me départager de me séparer de cette histoire-là. T'sais, même après 15 ans de carrière, mon dernier combat, les vidéos de présentation, ça commençait avec ça, avec mon premier combat à l'UFC, parce que tu peux pas rentrer dans, je pense, par la plus grande porte au UFC avec un main event à ton premier combat quand t'es un nobody. Puis moi, je me suis supposé me battre contre Marvin Eastman, le premier combat de la sous-carte. Puis le 4 jours après, là, regarde, Georges était ma sous-carte. Je veux juste vous le dire. Wow. Ça fait plaisir. C'était où, ça, Pat? C'était à Atlantic City. OK. Puis lui, il était supposé se battre contre un gars qui s'appelle Guy Mesger, Ripley's Guy Mesger. Puis la fois, Guy Mesger, il a eu un embolie cérébrale, une stroke. Okay. Il n'a pas été capable de se battre. Puis là, honnêtement, j'étais probablement le dernier qui ont appelé pour remplacer à 4 jours d'avis. Parce que personne n'osait, genre. Personne. Il a appelé tout le roster. Puis c'est sûr qu'ils ont appelé mon adversaire aussi, Marvin Eastman. Puis tout le monde a refusé. Puis c'était sûr que j'étais le dernier à appeler. Personne ne me connaissait. Moi, je ne m'étais jamais battu au UFC. Puis on a dit, OK, let's go, on y va. Puis écoute, ça... All in. Quand le téléphone sonne, là, moi, c'est le bout là que je capote de dire, il appelle, faut-tu que tu dises oui tout de suite ou tu sais, t'as dit, je vais en parler avec mes parents, puis avec mes amis ou mon coach, puis là, je vais te revenir avec une réponse officielle. Ça n'a pas été long parce qu'il fallait répondre rapidement parce qu'on était à 4 jours d'avis. Parce que nous autres, on partait le lendemain matin pour Atlantic City pour me battre contre Marvin Eastman. Incroyable. Puis finalement, mon gérant de l'époque m'appelle. Il dit, ouais, il est arrivé quelque chose à Guy Mesger, puis il va savoir si tu veux te battre contre Tito Ortiz. Juste pour mettre. Tu pensais que tu niaisais, c'était ton idole, toi, genre. C'est ça l'affaire, c'est que moi, Tito Ortiz était sur mon screensaver d'ordinateur. Je me levais tous les matins et je l'avais d'en face. Un an avant, j'avais appelé mon Golden Retriever Tito parce qu'il était blond comme lui. Tu sais, je te dis que moi, c'était mon. Puis, tu regardes mes premiers combats professionnels avant l'UFC, je faisais les entrées comme lui. J'avais un drapeau, je rentrais sur ses chansons. T'sais, pour moi, c'était que j'aimais bien gros comment il se battait, puis j'aimais bien gros ce qu'il dégageait. Puis lui, il avait su comment se vendre aussi, avec son attitude, avec son comportement. Fait que j'ai appelé mon coach, puis ça a pris 30 secondes. Là, j'ai dit, ouais, ça, on m'offre Tito Ortiz. C'est bon, il va. Fait que là, on a raccroché, j'ai raccroché, j'ai rappelé mon gérant, j'ai dit, c'est bon, on le prend. Puis c'est ça. Puis le lendemain, non, c'était 5 jours avant. Puis le lendemain, je suis rentré à ma dernière journée quand j'étais dans l'armée dans ce temps-là. Je suis rentré au bataillon. Là, tout le monde savait que j'allais me battre au UFC, mais là, ça sort partout. Là, tout le monde me regardait. Ils disaient, oh, t'es pas bien. Qu'est-ce que tu fais là, man? Voyons donc. Au bataillon. Exact. Là, tout le monde me regardait. Ils disaient, ça va pas, là. J'ai dit, voyons, tu vas te faire défoncer. Je dis, ça se peut. On ira, puis whatever. Puis la meilleure affaire qui m'est arrivée, pour vrai, c'est que ça s'est passé 4 jours d'avance. J'ai pas eu le temps d'être nerveux, j'ai pas eu le temps d'y penser. Ouais, je comprends. Fait que j'étais arrivé, j'ai cligné des yeux, puis le combat était fini. C'était déjà... Puis oui, j'ai perdu le combat, mais moi, c'est la meilleure affaire qui m'est arrivée dans ma vie. Mais moi, je l'ai réécouté le combat, là, puis pour vrai, tu m'as impressionné parce que j'ai vu le bout où Tito, les jambes, ils ont lâché. Là. Ouais, ben, tu vois, ça, c'est une autre perspective que... c'est le fun, j'ai fait plier les genoux à Tito, mais une maudite chance qu'il s'est relevé, par exemple. Ben, j'ai arrêté dans la marde après. Là. Pour vrai, mettons, je gagne contre Tito Ortiz. Tu rencontrais tous les tops tout de suite. Après, là, il y avait... Chuck Liddell et compagnie. Chuck Liddell, Victor Belfort, Randy Couture. Tu comprends? J'étais pas dans la bonne catégorie de poids pour me battre à l'international aussi. J'ai donné une bonne performance. Moi, je pense... j'ai dit tout le temps, j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Ah, mais t'as bien fait ça. Je suis sorti de là, puis tout le monde savait j'étais qui. Tito Ortiz était déçu de sa performance. Il était supposé me traverser en 30 secondes, puis finalement, à la fin des 3 rounds, j'étais encore debout, puis j'étais magané, mais j'étais encore debout. Même lui, il revenait pas, là, quand tu sois encore debout. Puis non, c'est ça, puis c'est pas parce qu'il a pas essayé. Là. Je pense au 2e round, j'ai reçu 300 coups de coude, là, mais j'étais encore là. Il t'a parlé après le combat, hein? Ouais, il m'a dit c'est un cœur gros comme la terre, mais t'étais pas dans la bonne catégorie de poids. J'ai dit, oh, tu penses? Mais tu sais, j'avais l'air d'un enfant à côté de lui. Là. C'est sûr que c'est un gros poids Milo, là, mais il reste que j'étais bien trop petit, là, international pour me battre là-dedans. Là. À 205 livres. Les dirigeants de la UFC, après, c'était quoi le regard qu'ils avaient sur toi? Ils t'ont-tu fait sentir que tu leur avais rendu un service important? Oui, comment puis c'était? Ça a toujours été... Je pense qu'ils l'ont toujours mis de l'avant, ça. Toutes les fois qu'on parlait, toutes les fois qu'on a négocié, oui, ils m'ont sacré dehors, mais c'est de ma faute, à cause j'ai perdu des combats. Puis c'était une business à m'amener aussi. Mais je suis revenu. Puis
Puis le 2 ans que j'étais out du UFC, je parlais tout le temps avec Joe Silva, qui était le matchmaker dans ce temps-là. J'ai tout le temps eu une super bonne relation avec l'UFC, puis je pense que ça part de ce combat-là à cause que j'ai comme sauvé le main event. Parce qu'il faut que tu comprennes que dans ce temps-là, UFC 50, il n'y avait pas 18 combats que le monde était intéressé. Là. Il y avait un combat, puis le monde s'était déplacé pour voir Tito Ortiz. Fait que c'était impossible que Tito se batte pas sur cette carte-là. Sinon, il allait annuler le show au complet. Ouais. Fait que j'ai comme sauvé l'événement. Puis je pense qu'ils l'ont toujours eu un peu... ils l'ont toujours apprécié. Puis dans le 2 ans que j'étais out, je parlais quasiment à tous les 3 mois de Joe Silva, puis je lui demandais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour revenir, puis il me disait ok, gagne ça, gagne d'une manière, puis on a toujours une bonne discussion, puis une bonne relation avec l'UFC, puis je suis revenu en 2012, puis après ça s'est terminé là. C'est à partir de ce combat-là aussi qu'on a entendu plus parler du UFC au Québec. Oui, parce que Georges battait au championnat du monde aussi contre Matthews. Puis, écoute, il s'est fait passer une clé de bras, mais avant ça, il avait réussi à amener Matthews à terre, ce qui n'était jamais arrivé dans la carrière de Matthews. Un Hall of Famer. Puis dans ce temps-là, surtout les Américains, ils riaient de nous autres. Ils riaient des Canadiens qui se battaient, ils riaient de la lutte à Georges. Ils disaient, voyons donc, Georges, un Canadien, la lutte canadienne ne va jamais battre la lutte américaine. Donc, c'était beaucoup comme ça. Puis, moi, j'étais arrivé là, personne ne savait j'étais qui. Puis Matthews, il me crachait quasiment dessus en me voyant. On me regardait, what the fuck, qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est ça. Après ça, même si on a perdu les deux combats, ben c'est ça. Ça a comme explosé. Mais, moi, c'est quelque chose que, pour moi, je trouve ça vraiment, vraiment important. Il ne faut jamais oublier c'est qui nous a ouvert la porte. C'est David Loiseau. Puis, David Loiseau, il a comme tombé dans l'oubli. Moi, personnellement, ça me fait chier. Je comprends. Parce que c'est de sa faute. Ça a été le premier Québécois au UFC. Puis, là, il fait ses affaires. Ça a été le premier Québécois au UFC. Il s'est battu pour le championnat du monde contre Rich Franklin. Mais c'est lui qui nous a ouvert la porte pour rentrer là. À Georges puis moi, puis à plein d'autres Canadiens, puis plein d'autres Québécois. Puis il est un peu tombé dans l'oubli. C'est sûr que Georges a eu du succès incroyable, qui est, à mon avis, pas parce qu'il est québécois, mais pour moi, c'est le meilleur athlète de ce sport-là, de l'histoire, pour plusieurs raisons. Mais c'est ça. Comme tu disais, après ce show-là, on a commencé à en parler beaucoup plus. Mais ça part de quelqu'un, puis c'était pas nous autres, les deux premiers, ça a été David Loiseau. Tu es encore en contact avec lui? Oui, je parle quelques fois. Puis regarde, il fait ses affaires. Je pense que c'est plus... Ça me dérange plus moi que ça dérange lui. Ah ouais, OK. On dirait. Mais Eric, il faut l'inviter. Faut-tu l'inviter? J'adorerais ça, le recevoir, honnêtement. Moi, là, juste te dire, là, je me souviens très bien que je sais pas si j'utilise les bons termes, mais le reverse punch ou le 360 punch, pour moi, le plus hot, c'était lui qui l'exécutait. Ouais, puis il y avait c'est lui qui au début, dans ce temps-là, il y avait des coups de coude incroyables. Tout le monde le connaissait à cause de ses coups de coude. Contre Charles McCarty, il a fait un knockout avec un spinning back kick. Oui. Ça a été le premier finir un combattant UFC avec un spinning back kick. Ah ouais, OK. Fait que, il y a plein d'affaires comme ça que... C'est sûr que ça fait longtemps, là, mais on a oublié. Puis sa carrière n'a pas super bien terminé non plus. OK. Fait on dirait que ça a comme tombé dans l'oubli, mais moi, j'aime ça le ramener tout le temps. Pour que le monde se souvienne que... c'est sûr que Georges puis moi, on a eu beaucoup d'attention, on a eu beaucoup de succès. Mais il y a eu quelqu'un d'autre, un autre Québécois qui nous a fait rentrer là, puis c'est David Loiseau. J'adorerais ça le recevoir. Tantôt, je parlais de règlement. Là. Lui, Loiseau s'est battu. Il n'y a pas de règlement non plus. Peut-être au début. Peut-être au début. Au UFC, il y a toujours eu, quand on est rentré, il y a toujours des règlements, mais c'est sûr. Non, mais il y en avait, mais moins qu'à toi. Peux-tu? Non. Les premiers, non? Il était correct, il n'a pas pogné l'époque où il pognait 2 gars le même jour. Non, c'est ça. Je pense que c'est battu l'UFC 42, je pense, le premier. Fait que c'était quand même assez bien établi. Là. Les règlements ont commencé à jumper, à s'améliorer à partir de l'UFC 11 à peu près. Là, après que Ken Cabot a voulu pitcher quelqu'un à l'extérieur de la cage. Il y avait c'est ça. Là, après ça, on a commencé à mettre des règlements. C'est fou, Red, tu me parles de ça. Parce que c'est hot, tu sais, David Loiseau, moi, ma première expérience, c'est là, tu animes avec Jean-Paul aujourd'hui. Mais moi, je me souviens même, tu sais, son combat de championnat, quand il avait eu la ceinture, il avait repassé l'épisode au complet à RDS, puis il avait été co-animé pour commenter son combat de ceinture. J'avais trouvé ça incroyable. Puis pour moi, je considère que c'est un des combattants les plus spectaculaires debout. Je sais pas si je me trompe, là, mais c'est un des gars debout qui était le plus redoutable. Là. Il en closait beaucoup de combats. Puis, tu sais, le UFC, dans ce temps-là, encore, c'était comme perçu comme un sport de
c'était pas gentleman, là. C'était un sport de gars de rue là, dans l'idée. Il y avait beaucoup c'est ça. Il y avait beaucoup de bad boys, il y avait beaucoup du monde, n'avait pas beaucoup de secondaire. Ouais, c'est ça. C'est sûr, mais le sport a évolué beaucoup, tu sais, puis le sport est devenu plus. Les athlètes ont compris que c'était des athlètes. C'est sûr que tu étais un combattant, mais maintenant, c'est plus des athlètes que des combattants. C'est sûr, si tu penses à Mike Perry, là, faut pas te fier à ce gars-là. Il y en a encore une couple de bizarres, mais il reste qu'aujourd'hui, écoute, tu peux pas t'entraîner à temps partiel et penser avoir du succès dans ce sport-là. C'est un métier à temps plein. Exact. Moi, ça me fait capoter. Tu sais, tu parlais du combat avec Tito qui était le main event ce soir-là. Moi, un aspect qu'on parle jamais, c'est de comprendre le 24 heures d'un jour de combat. Je m'explique, moi, tu sais, je l'écoute le UFC, puis ça m'arrive régulièrement que l'événement il se termine à minuit et demi. J'arrive pas à comprendre comment un athlète performe à ce moment-là, puis j'aimerais ça que tu me l'expliques, ce bout-là. Tu sais, moi, je serais stressé la veille d'un combat. Je sais pas comment tu dors, tu te lèves à quelle heure, c'est quoi le typique? Tu fais du shadow boxing pendant 4 heures dans la chambre. Ouais, je veux comprendre ce bout-là. Qu'est-ce que tu manges? Tu sais, ça commence avec la pesée, 24 heures avant, c'est la pesée. Puis ça, c'est tout vraiment un gros processus là, pour la déshydratation. Puis se réhydrater aussi, c'est un autre processus. C'est de la science. T'sais, aujourd'hui, il faut que tu travailles avec du monde qui savent comment le faire. Ben, c'est extrêmement dangereux. C'est pas bon pour le corps. C'est désastreux pour le corps. Ça fait partie de la job. Il n'y a personne qui te force à te battre dans une catégorie de poids. Si tu veux te battre plus haut, tu te bats plus haut. Mais c'est ça. Puis là, après ça, ben écoute... Tu sais, rendu à ce niveau-là, tu as quand même assez d'expérience pour comprendre que, OK, tu t'en vas pas cueillir des fraises, tu t'en vas te taper sur la gueule, mais tu es prêt pour ce combat-là quand même. Moi, j'ai tout le temps, tu sais, la journée du combat, on partait vers 4 heures à peu près, là, puis entre 3h, 3h15, là, j'avais comme un petit rush ça s'en vient. Un petit rush de nervosité ou d'anxiété parce que, OK, là c'est vrai, là c'est fini. Mais aussitôt que moi, j'arrivais à l'aréna ou au casino, whatever, là, j'avais plus rien. J'étais comme mon happy place. Moi, j'étais bien dans le vestiaire, puis j'arrivais beaucoup d'avance, puis j'aimais ça, juste relaxer, faire mes affaires, puis... Mais, moi, j'ai tout le temps dit la même affaire. Si t'es nerveux, pour moi, la raison, c'est parce que tu as un doute à quelque part. Fait que, peut-être que tu n'as pas fait des bonnes choses en entraînement, tu as triché à quelque part. Moi, pour pas être nerveux, justement, pour un combat, ben, je m'arrangeais pour arriver et dire, écoute, je suis la meilleure version de moi-même, j'ai pas triché en mon entraînement, dans mon alimentation. Tu sais. Puis si je me fais battre ce soir-là, ben, il a juste été meilleur que moi ce soir-là. Puis, tu sais, tu peux être 1 million contre 1 sur papier, quand la cloche sonne, la porte se ferme, bien des affaires qui peuvent arriver. OK. Mais comme, c'est ça que je veux dire, là, tu sais, t'arrives à 4 heures, mettons, au casino, à l'endroit que vous allez vous battre, tu t'offres, tu sais, je sais pas, tu soupes-tu tant d'avance que ça? Ouais. Moi, je suis curieux. Ça ressemble à quoi? Je veux comprendre toute cette période-là, tu sais. Ben, c'est personnel à chacun. Là. Moi, personnellement, on prenait un bon dîner. Puis après ça, ben, on partait. Puis ce que je m'amenais pour manger avant le combat, ben, il y avait beaucoup des noix, puis des fruits. Okay. Des noix, ça me gardait correct jusqu'à mon combat parce que ça n'a rien de trop manger de toute façon. Tu vas pas. Fait que tu essaies de garder light, mais d'avoir de l'énergie quand même. Des boissons aussi qui peuvent donner de l'énergie pour aller chercher de l'électrolyte, des choses comme ça. La première affaire que tu arrives dans le vestiaire, moi, je te demandais tout le temps à la commission athlétique s'il faut que tu ailles pisser pour ton test. Fait que des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Des fois, c'est aléatoire. Ceux qui se battent pas pour le main event au championnat du monde, les autres, c'est obligatoire. Mais sinon, les autres, c'est aléatoire. Mm-hmm. Parce que tu veux le demander tout de suite. Parce que si ils viennent te chercher, mettons, 1 heure avant le combat, puis t'as pas envie, puis là, il te reste à côté de toi. Aussitôt qu'ils te le demandent, t'as un chaperon, il te suit partout. Là. Fait que, c'est déconcentrant un peu. Fait que moi, je le demandais tout de suite. Si ça fallait je le fasse, ben là, je le faisais là. Puis après ça, j'avais la paix pour ça. Puis après ça, ben, tu chill. Puis il y en a qui ont certaines manières de faire des choses. Il y en a qui ils placent leurs affaires d'une manière. Il y en a qui ont bien des rituels il y en a qui sont vraiment high level. Là. Mais vous avez chacun votre chambre. Là. Vous connectez pas. Il n'y a pas un grand couloir. Puis Conor McGregor, il est l'autre bord. Puis il ci pis ça. Puis des gars de même. D'habitude, on est 4 équipes par vestiaire. OK, quand même. Ouais, c'est des grands vestiaires. On est 4 équipes par vestiaire. Puis il y a des maths dans le milieu. Puis c'est ça. Puis that's it. Puis t'as tout le temps quelqu'un de la commission qui est dans le vestiaire pour regarder ce qu'il fait.
Quand tu commences à te faire taper les mains, la commission est tout le temps là à regarder si le travail il triche pas ou quoi de même. Aussitôt que c'est fini, il va signer. Pour être sûr que c'est... Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres choses par-dessus. Puis c'est ça. Puis là, tu amènes tes gants, tu les mets dans le vestiaire aussi. Puis là, tu te réchauffes, puis whatever. Tu te prépares. T'écoutes de la musique? Non. Non? Non, mais il y en a des fois qui amènent de la musique. Il y en a qui la mettent bien loud, puis whatever. Là, mais, faut que tu te mettes dans ta bulle pareil malgré tout. Ouais, ben c'est ça. Parce que l'affaire, c'est que moi, tu sais, mes gars de coin, là, je veux pas dire que c'est deux cabochons, mais je veux dire, c'était du monde qui avait zéro stress dans la vie. Fait que ça m'aidait beaucoup à relaxer. J'avais Fabio Hollanda, qui est un des gars les moins stressés que je connais. J'avais Howard Grant. Ah ouais? Qui est, ceux qui savent de la qui famille, je parle, là, Howard Grant, c'est un des gars le plus drôle que je connais. Là. Puis tu sais, ces deux-là, t'as Howard Grant qui est un gars de boxe, puis t'as Fabio qui est un gars de jiu-jitsu. Puis Howard voulait tout le temps jouer avec en jiu-jitsu. Fait que là, des fois, il prenait le mat, puis ces deux-là, ils jouaient, puis Howard, il est bruyant. C'est un personnage. Des fois, t'avais l'équipe d'Anthony Pettis, des deux Crowfus, ils regardaient. Qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire? C'est ça. Fait que nous autres, c'était vraiment tout le temps relax, non même. Ah, très cool. Fait que toi, c'était des gars de coin à toi qui étaient dérangeants et non toi. Ouais, pas mal plus, exactement. Ouais, mais Howard est tout le temps dérangeant, c'est correct. Ah, okay. Mais on parle d'entourage parce que, tu sais, visiblement, là, je remarque que les combattants, ils passent souvent au on, ou tu sais, au nous, genre, tu sais, de dire, bon, on a accepté le combat, c'est ça. Tout ton entourage, ça a été le même du début à la fin? Écoute, il y a une histoire assez unique, je pense, pour un athlète qui m'est arrivé, moi, quand je me battais à Québec. Quand je restais à Québec, je m'entraînais avec une équipe qui s'appelait Team Union, puis mon coach, c'était Philippe Lagacé. Puis là, on a fait ce combat-là au UFC. Après ça, on a fait un autre combat à 185 livres. Puis je me suis fait soumettre au 3e round, mais j'étais en train de le démolir. Là, mais j'ai fait une erreur de débutant. Puis après ce combat-là, mon coach à Québec, il est venu me voir, il dit « Écoute, je pense que c'est le temps que tu t'en ailles. » Il dit « Moi, je ne peux plus rien t'apporter. Tu as comme atteint le niveau de l'éducation que je peux te donner avec les connaissances que j'ai. » C'est quand même très humble. Ben oui, tu sais, je dis, trouve un coach qui va te dire ça. Que, là, tu es rendu au UFC, tu as du succès. Puis là, il dit OK, là, regarde, faut que tu t'en ailles pour. Il voulait vraiment le bien pour moi. Là. Ouais, il aurait pu dans ce sport, exact. Dans ce sport-là, je m'en te dire, ça arrive pas souvent. Puis après ça, ben, j'ai commencé à m'entraîner à Montréal avec Brazilian Top Team, puis j'ai été avec eux autres tout le temps. Tout le temps, ouais. Même pour, tu sais, à quel point, genre, le côté se faire conseiller pour sa carrière est aussi important que l'aspect entraînement. Tu trouves-tu que tu avais comme au Québec, vu que c'était quand même un début, on commençait là-dedans, c'était pas un sport en rise, t'avais-tu les bons conseils des gérants, de l'aide, tout le nécessaire? Ben oui, écoute, je pense que tout le monde a appris de la même façon au début. Tu sais, on apprenait un peu par essai-erreur. Puis tantôt on parle beaucoup oui, t'es tout seul dans l'octogone, mais pour moi, c'est un sport d'équipe. Mm-hmm. Je peux pas devenir bon en frappant sur un sac de sable dans mon sous-sol. À un moment donné, j'ai besoin de partenaires d'entraînement, j'ai besoin de coach, j'ai besoin du monde qui vont m'aider à devenir meilleur. Je peux pas devenir meilleur tout seul. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, les combattants sont... Je veux pas généraliser, mais ça arrive beaucoup qu'ils pensent que tout leur est dû. OK. Parce que, OK, moi, je suis combattant du UFC, là, toi, tu vas t'entraîner avec moi. Ben, moi, la majeure partie de mes partenaires d'entraînement, là, c'est pas ça le job. Là. Mm-hmm. Ils allaient travailler le lendemain. Là. À un moment donné, il faut te remercier, il faut les apprécier. Faut c'est un team. Exact, c'est un team. Puis eux autres sont pas obligés. Là. C'est pas ça le job. Là. Fait qu'eux autres, ils se défoncent au gym pour moi, pour que moi, je devienne meilleur, pour que je vive de ça. Il faut que tu fasses à la part des choses puis tu réalises qu'il y a du monde autour de toi qui t'aide parce qu'ils veulent juste ton bien aussi. Non, mais ça, c'est vraiment intéressant de dire que moi, je le reconnaissais, ce bout-là d'équipe, mais c'est bon que tu l'aies dit parce que visiblement, quand il est temps de dire l'adversaire qu'on va approcher, ben, tes entraîneurs, ils doivent checker des tapes des gars que tu vas affronter. Ils veulent comprendre comment on va faire pour gagner. Ça va être quoi la stratégie? Ça part pas tout de toi, ce bout-là, si je comprends bien. Absolument. Contrairement aux autres combattants, moi, j'avais un grand avantage sur la préparation de vidéos parce que je décrivais tellement de combats. Ah oui, c'est drôle. Je les connaissais tous, les combattants par cœur.
Puis j'ai tout le temps dit, moi, d'écrire des combats, ça m'a fait devenir un meilleur athlète. Ah ouais? J'ai tellement vu de situations, puis je les ai tellement calées d'avance parce que je voyais les mouvements d'avance. On dirait que dans mon subconscient, c'est rentré, puis je suis devenu un meilleur athlète, un meilleur combattant, justement à cause de mon travail d'analyste. Là. Puis aujourd'hui, tu regardes des gars comme Paul Felder, tu regardes des gars comme Dominic Cruz aussi qui font ça au niveau du côté anglophone, puis ils disent exactement la même affaire. Que ça a été positif. Parce que tellement t'en parles, puis t'envoies. À un moment donné, t'as même plus besoin de le faire physiquement, quasiment que ça devient un réflexe quand tu vois la situation que t'es. Là. Really nice. Moi, c'est une des premières au Sportcaster, puis je suis toujours de le dire, c'est que c'est la première fois qu'on reçoit un invité qui est aussi un personnage de jeu vidéo. Yes! Alors, Monsieur X, on a une photo à présenter. Ah, yes! Je trouve ça fantastique. Pour vrai, je capotais parce que là, tu sais, mes chats, hey, on joue-tu à UFC 3? Puis là, je fais, ouais, c'est clair. Puis là, tu sais, c'était comme, tu sais, les gars, ils prennent genre des gars actifs. Là. Moi, j'étais genre, moi, je prends pas de côté, man. Écoute, j'ai vraiment une histoire incroyable là-dessus. Moi, je suis dans 2 jeux vidéo du UFC, là, puis la dernière est quand même bien fait, là. Oh yes! Exact. Puis, honnêtement, là, ils nous l'ont envoyé. La première fois, ce que j'ai fait, là, je l'ai mis vraiment à facile, puis j'étais allé péter tout le monde qui m'avait battu au UFC. Ça, c'est impensable! Ça, c'est drôle, ça. Je te jure que c'est vrai. J'ai comme pris ma revanche là-dessus, mais j'ai mis ça vraiment facile. Là. J'en ai une shot, puis il tombait. Là. Hey, je trouve ça fou parce que, tu sais, là, je disais, c'est hot, il y a comme 87 d'overall, tu sais, c'est vraiment ouais, c'est bien correct. Puis, tu sais, avant, tu joues à NHL, là, tu te fais ton bonhomme un peu plus de cheveux, un peu plus de barbe, quoi de main. Là, à cette heure, je vais juste prendre mon bonhomme. Ça, c'est je peux dormir en paix. Je trouve ça vraiment drôle parce que, tu sais, en plus, là, ce que je me disais, c'est le seul gars qui va permettre à la ville de Rimouski d'avoir l'occasion de se retrouver dans un jeu vidéo major. Là, quand tu te crées ton character, tu as le choix des villes, puis tu sais, ça me fait tout le temps rire. Genre, Rimouski se retrouve dans la liste. Genre, dans l'MMA, je pense que ça va être long. Un des only guys. Ouais. Mais honnêtement, juste pour ça, nous autres, on est vraiment heureux. Il faut qu'on se parle aussi. Moi, j'étais là quand t'as affronté Joe Riggs, qui est, selon moi, pour vrai, là, je te le jure, j'ai un de mes combats favoris de ta carrière. Je trouve que c'est le fait là, que ça t'a amené dans tes retranchements. Puis quand t'as gagné, j'étais sur le nerf. D'ailleurs, j'ai gagné un souper ce soir-là grâce à ça. Good. Fait que j'étais vraiment content. Puis on a la séquence, Dan, si on peut... la plugger, c'est vraiment un de mes meilleurs fights. Puis, tu sais, tu parlais tantôt, on jasait, on disait que le fait qu'en ce moment, il n'y ait pas de partisans, on entend mieux les commentaires. Mais dans ce combat-là, il y a un des moments clés que j'entends ton coach qui dit leg left. Tu as réussi à faire un reverse pour te retourner. Je sais pas si c'est quelque chose qui te revient. Tu sais, mais c'était un des meilleurs fights ever. Pour vrai, il t'avait amené vraiment au max, je pense, de ton... Là, on a un extrait? De ton challenge, ouais. On va checker les highlights. C'est vraiment un de mes bons fights. Joe Riggs, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. On était supposé se battre 5-6 ans avant. Puis, écoute, c'est un vétéran aussi. Là, je pense qu'il avait 50 combats. Puis, dans ce combat-là, j'ai prouvé que j'avais upgradé ma game beaucoup. Je l'ai lutté, puis je l'ai amené à terre. Puis après ce combat-là, quand on s'est donné à la main, j'ai gagné. Il dit, t'es rendu un lutteur à cette heure? Tu l'avais déboussolé. Il était émotif après la défaite. Honnêtement, là. Mais la raison, c'est parce qu'il avait vu dans le jeu vidéo que ton style, c'était boxe. Ouais, c'est peut-être ça. On l'a eu dans C'était dit, non, il ira pas. Non, puis tu sais, lui, c'est un heavy hitter. Là. C'est un gaucher en plus, puis il frappe solide. Puis c'est quand même un bon lutteur, mais je pense que je l'ai déboussolé parce qu'il s'attendait pas à ça. Puis je pense au premier round, je l'ai take down, je pense 4 fois. Là. Hey, moi, ça, c'est un de mes meilleurs fights. J'étais là live, là, c'était incroyable. Tu sais, puis on voyait que c'était quand même un gars qui t'avait amené dans... Il t'avait déboussolé aussi, là, je trouvais. Là, ben je savais, tu sais, ça c'était direct au début du combat, j'ai perdu pied, puis t'es allé dans le dos. Avant, j'aurais peut-être paniqué, mais tu sais, là, j'ai été à m'en sortir, puis là, tu sais, des amener au sol comme ça, c'était juste la technique, puis j'ai montré que j'étais rendu vraiment dans un autre aspect de ma game maintenant. T'sais, avant, j'étais juste un cogneur. Là, à cette heure, j'ai montré vraiment que j'étais un combattant d'arts martiaux complet. Plus complet. Puis surtout, j'ai rentré sur Cherry Pie. Ça, c'était écœurant. C'était débile, ça. C'est malade, ça. Ça, d'ailleurs, c'était-tu Jean-Paul en français qui commentait le combat? Je me souvenais pas. J'étais pas à la TV à l'écouter. Oui. Puis j'ai gagné ce combat-là, puis je suis allé finir la description. C'est malade. J'ai fait ça 2-3 fois quand le combat était à Montréal. Tu peux pas avoir plus de crédibilité que ça. Le gars vient de se battre, ça va faire le commentaire. Yeah, on arrive à ma séquence là, que je trouve formidable. Gars, c'est là, man. Incroyable. Cette séquence-là, là. C'est là qu'il dit leg left.
Tao, man. Ça, là... Puis tu sais, de la manière La je me crowd. plaçais... Puis de la manière je me plaçais, puis là, à un moment donné, il a fermé son triangle de corps autour de moi, puis je me plaçais de la bonne place pour briser son triangle. T'entends une couple de fois, 3-4 fois, dire Joe Rogan dire côté now he's so educated, parce qu'il voyait que je faisais les bonnes choses, puis j'ai finalement réussi à me retourner à cause de ça. Ah, mais... je pense que c'est ça, dans ce combat, pour ça, je dis que ça a comme donné un aspect. J'ai prouvé que j'étais rendu, vraiment, ma game était quand même complète. Mais c'était vraiment une de mes fights préférées. Tu sais, je trouvais que l'autre, ton adversaire, Joe, il était déboussolé d'avoir perdu. Tout là, je disais, oh. Puis là, j'étais là en personne. Je disais, ah ouais, ça, c'est un de mes bons souvenirs de UFC. Puis c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je l'écoute vraiment encore beaucoup. Puis tu sais, c'est ça la beauté des arts martiaux mixtes. Lui, il s'attendait à ce que je reste debout puis que je swing comme un mongol, juste puis qu'on swing, puis que... Sauf qu'à un moment donné, tu sais, rendu à ce stade-là de ma carrière, tu sais, je l'avais prouvé que j'étais capable de swinger puis de rester devant quelqu'un. Puis tu sais, mon combat contre Chris Lieben, encore aujourd'hui, c'est un des combats, les deux, on s'est regardé, puis on s'est tapé sur la gueule. Puis tu sais, mon plus beau souvenir, c'est après ce combat-là, on en parlera tantôt, mais tu sais, ce combat-là, c'est ça. Tu sais, c'est ça la beauté des arts martiaux mixtes, c'est que tu peux pas être unidimensionnel maintenant pour avoir du succès dans ce sport-là. Faut que tu sois le plus complet possible. Puis dans ce combat-là, ben c'est ça. Je l'ai déboussolé avec quelque chose qui ne s'attendait pas, puis c'est ça qui est arrivé. Puis est-ce que c'est un combattant respectueux, Joe Ricks? Oui, ben tu sais, on est deux vétérans aussi. Ça fait tellement longtemps qu'on était là-dedans. Exact. C'est sûr que il n'y avait pas d'animosité. Il était fâché, il avait perdu. Je comprends. Mais c'est comme ça. Puis de gagner à la maison, comment ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est ça que je voulais te demander. C'est incroyable. Pour vrai, là, moi j'ai perdu une fois à Montréal. Parce que contre Alan Belcher, il m'avait fait un marteau pilon. Puis tu sais, ce règlement-là est dans une zone grise un peu, mais quand tu gagnes, ça m'a. Mais surtout quand tu rentres. Tu sais, mon premier combat à 170 livres, là, c'était contre Bobby Volker. Exact. Puis je suis rentré sur, je me souviens plus trop quoi, là, sur I Wanna Rock, c'est ça. Exact. Puis écoute, je pensais que ça allait exploser. Ouais, tu te battre ici à Montréal, c'est quelque chose de vraiment spécial. Ce combat-là aussi, c'est débile pour vrai. C'est une des plus belles places où gagner, puis c'est une des pires places où perdre. Puis je pense au hockey. Au hockey, c'est la même affaire. Ouais, on le voit au hockey, ouais. Mais les partisans sont écœurants. Là. Puis tu sais, aussitôt que le combat a commencé, ils commencent à chanter des chansons avec mon nom de famille. Tu sais, c'est pas vrai que t'entends pas à foule. Le monde va dire, t'es dans ta bulle, t'entends rien. Arrête, là, je vais entendre le gars qui m'envoie chier dans la troisième rangée. C'est sûr que je vais l'entendre. Sauf que t'es capable de faire la part des choses. Puis même s'il y a 20 000 personnes qui crient, j'entends mon gars de coin clairement pareil. Fait que ça vient avec l'expérience. Ça. Il y avait des gars dans la foule en plus qui avaient des t-shirts de toi. J'étais genre, wow, man, c'est malade. Ben, on a vu un dans l'extrait, paf, côté. Oui. Parce que en plus, tu sais, moi, grâce à ça, je remercie l'UFC d'avoir organisé des trucs ici. Tu sais, j'ai vu, tu parlais de David Loiseau, j'ai vu un combat de David Loiseau sans belle, j'ai vu Kimbo Slice se battre ici. Fait que, 113, mais comment c'est que la UFC revient pas à Montréal? Qu'est-ce qui se passe? De un, Georges est plus là. C'est sûr que Georges amenait beaucoup de monde. Il y a 3 raisons. Okay? Georges est plus là. Ça a fait mal. Beaucoup. Deuxième raison, la dernière fois qu'ils sont venus, c'est ce show-là, c'est l'UFC 186. Et il y avait eu beaucoup de blessures. La carte a beaucoup changé. Et il avait mis en main event, c'était Demetrius Johnson contre Horiguchi. Exact. À l'avis de tout le monde, même encore aujourd'hui, Demetrius Johnson, c'est le meilleur combattant livre pour livre de l'histoire, mais c'est un gars de 125 livres, ça vend pas. Qu'est-ce que je te dis? Le monde ne sont pas prêts à payer pour voir le meilleur combattant livre pour livre, même si on le sait que c'est lui, mais ça vend pas des petits poids. Puis c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas de leur faute, ils sont victimes de boxe, c'est la même affaire. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont présentés. Il a fallu qu'ils ferment toute la partie en haut du Centre Bell, puis on fait tout descendu le monde en bas pour qu'il y ait une ambiance quand même pas pire. Fait que tu sais, les revenus au guichet ont été horribles. OK. Puis la troisième raison, c'est que avant, au Centre Bell, c'était tout le temps plein. Même quand Georges s'est pas battu, à un moment donné, c'était Anderson Silva, le main event, c'était plein. La raison, c'est que à New York, à Boston, c'était pas légal encore. Exact, tout le monde sur la côte est montait à Montréal pour venir, il faisait un road trip, montait à Montréal, venir voir le show au Centre Bell.
Puis c'est pour ça, tu avais du monde de partout. Là, Star, t'es à Boston, t'es à New York, t'attends juste que l'UFC passe chez vous. T'as plus besoin de monter à Montréal. Fait que c'est pour ça aussi. Est-ce que encore le UFC est encore en mode séduction des autres marchés? Tu sais, à Abu Dhabi, là, moi, c'est parce que les combats ils ont lieu à 1h l'après-midi. Tu sais, je sais pas comment, tu sais, t'as peut-être parlé avec des gars qui l'ont vécu, mais tu sais, on voit que le UFC veut encore prendre du marché ailleurs. Là, ben, ils veulent prendre la planète, là, c'est sûr. Le marché russe, ça a été longtemps une attraction pour eux. Ils ont fait 2 shows en Russie, mais pas de show majeur encore. Je sais que là, ils essayent de s'en aller vers l'Inde parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde en Inde. Ils ont voulu faire The Ultimate Fighter là-bas. Ça n'a pas marché encore. Mais je sais que le marché de l'Inde, là, ils aimeraient bien ça se rendre là. Ils n'ont jamais été là. Et ça serait peut-être bon qu'il y ait un combattant indien qui ait du succès aussi pour amener là-bas aussi. Je sais que maintenant avec les Kamaru Usman, les Francis Ngannou, puis l'autre, je l'oublie, là, mais au niveau, il aimerait peut-être aller en Afrique aussi, faire un gros show en Afrique. Là, la France vient de dire que c'est correct de faire des combats, c'est plus illégal. De légaliser là, c'est sûr que la France, c'est un prochain target pour le UFC d'aller là faire un gros show. Là. Fait que oui, il y a encore beaucoup de marché pour l'UFC. Il y avait le marché asiatique qui était vraiment très présent. Ils ont voulu aller là. Ça a pris du temps avant qu'ils retournent parce que les Asiatiques étaient un peu étaient fâchés que l'UFC ait acheté le Pride. Puis là, il n'y avait plus de gros combats en Asie. Puis il y avait comme une relation amour-haine. Il aimait les combats, mais il haïssait l'UFC parce qu'ils leur ont enlevé le Pride. C'est pour ça que ça a pris du temps avant que l'UFC retourne là-bas. Mais c'est ça, à Macao, des choses comme ça, ils s'en vont là-bas, puis c'est un succès. Là. Toi, Étienne, t'écoutes-tu quand même une coupe de combat de temps en temps? Ouais, à l'occasion, ouais. Je suis allé à... je me souviens plus c'est quoi le chiffre, là, mais je suis allé voir un combat de Georges. Moi aussi, j'étais là. Ouais. J'en ai vu. Pour vrai, ça, c'est lequel déjà? On s'en a déjà parlé. Ben, UFC contre Nick Diaz. Ouais, exactement. Ouais, ça, c'était un des bons. Ça, c'était dans le bout que Georges était à son pic, là. Vraiment, la popularité, je parle. Nick Diaz... 186, je pense. Ouais, je pense que c'était ce show-là. Ouais, je pense que oui, exact. Puis, tu sais, c'est ça qui était cool. Non, 186, il était pas là, genre, c'est vrai, c'est le show. Ça, c'était presque vide. OK. Ouais. Mais moi, c'était dans le sens que c'était à l'époque aussi que j'avais respecté le fait que la UFC donne une chance à tous les Québécois de se battre. T'sais, ils ont respecté l'aspect local aussi, de dire que toi, tu voulais cette carte-là, sûrement. Mais... C'est ce qu'ils essayent de faire tout le temps. Quand ils s'en vont dans une partie du monde, ils s'en vont en Chine, ils vont essayer de mettre beaucoup plus de Chinois sur la carte. Au Canada, c'est la même chose. Ils essaient de mettre, de booster les cartes avec beaucoup plus de Canadiens. Comme tu parlais avec l'Inde, là, mettons. Comme l'exemple de l'Inde. Il faudrait qu'il y ait des fighters qui amènent une dimension plus forte là, pour eux autres. Là. Je comprends. Ouais, c'est ça. OK. Exact. Puis, vas-y. Ouais, non, ce que je m'en ai dit, c'est... on parle de justement des gens qui viennent de tel pays. Toi, tu suis ça énormément. C'est qui, mettons, là, les Québécois qui sont à surveiller? Ben là, t'as Marc-André Barriot qui a probablement sauvé sa job là, à son dernier combat parce que il était sur son dernier combat sur son contrat de 4 combats. Puis il fallait pas juste qu'il gagne. Premièrement, il avait perdu ses 3 premiers. Donc il était comme. De un, il a été chanceux qu'on lui donne son 4e combat. Parce qu'il faut comprendre, les contrats UFC, c'est pas des contrats garantis. Ils peuvent te sacrer dehors après le premier s'il t'aime pas. Mais il a été chanceux qu'on lui donne son 4e combat quand même. Il avait fait des bonnes performances, mais il a perdu quand même 3 défaites de suite. Puis là, finalement, il a gagné il y a 3 semaines, puis vraiment une performance incroyable. Il a knocké au premier round, je pense. Fallait qu'il fasse ça. Exact. Fallait qu'il fasse un statement qui prouve qu'il avait sa place là. Fait que là, je sais pas encore si les négociations sont parties, mais il a gagné son dernier combat sur son contrat. Là, il est comme agent libre, mais avec une performance de même, il a amélioré ses chances qu'on lui donne une autre chance. Exact. Puis t'as Charles Jourdain qui Charles qui est un beau prospect, qui a du talent, qui est jeune, qui a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de talent. Il y a beaucoup de choses à améliorer s'il veut montrer justement son talent. Parce que c'est un gars debout ultra spectaculaire. C'est un gars qui paraît bien aussi. C'est un beau bonhomme. Fait que c'est un bon vendeur aussi. Dans ses combats qu'il a perdus, il y a 3 défaites. Dans ces 3 combats qu'il a perdus, ça a toujours été la même lacune. Ça a toujours été sa lutte. Ce qui fait que je comprends que le combat commence debout. Puis surtout à son dernier combat, il s'est comme un peu fait exposer. Encore une fois, ses lacunes de la lutte. Donc, un gars qui est très bon debout comme ça, ben c'est sûr que le monde vont utiliser la lutte pour essayer de le tomber dans la lutte.
Mais il a fait un bon combat contre un gars, André Fili, son dernier combat, qui avait beaucoup d'expérience. Ouais. Le gars, je pense que c'était son 15e combat UFC, puis Charles, c'était son 3e. Là. Okay. Il a vraiment fait une super belle performance. Puis c'est pas un vol, il a perdu le combat, c'est correct. Mais c'est ça, il est super jeune, il a encore beaucoup de temps pour s'améliorer, puis d'exploser aussi. Puis là, il est avec une équipe, je pense, qui est plus sérieuse pour l'entourer, qui est la mienne. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que c'est la mienne, mais je pense que là, il est avec du monde d'expérience qui ont déjà vécu l'expérience. Fabio Hollanda, il a été au UFC avec Georges, il a été au UFC avec moi. Il connaît c'est quoi ce monde-là, puis il va pouvoir le guider, je pense, beaucoup mieux là-dedans. Parce que, tu sais, l'équipe à Georges, t'en parles, mais tu sais, c'est quand même du monde que je m'attendais à m'amener justement à ce qu'il y ait une relève qui embarque avec cette gang-là. Eux autres, ils entraînent-tu d'autres mondes aujourd'hui ou c'est... Ben, Tristar, écoute, il entraîne beaucoup de monde. Okay. Il y a énormément de talent dans ce gym-là, honnêtement. Mais tu sais, tu peux pas comparer la relève pour prendre la place à Georges. Je comprends. C'est comme... je veux dire, c'est comme des Sidney Crosby, là, ils vont pas en sortir un à chaque année. C'est des athlètes d'exception qui en sortent 1 ou 10 ans, là, tu comprends? Okay. Fait que, c'est dur d'aller chercher de la relève puis de pousser ça. Mais le problème, le plus gros problème ici au Québec, c'est que il n'y a pas de place pour faire battre la relève non plus. Il n'y a pas d'organisation. Développée. Il n'y a pas d'organisation qui, présentement, là, c'est mort, là. Tu sais, TKO est disparu encore pour la 6e fois, je pense. T'as New Era qui est... Non, mais c'est plate, mais c'est ça. Moi, j'ai tout le temps bien parlé en TKO. Ça prend ça pour la relève, pour développer des nouveaux talents. Pour le promoteur, on repassera, mais pour l'organisation... On en parlait tout à l'heure. Mais tu sais, pour l'organisation, il faut que ça soit là. Il faut qu'il y ait des organisations ici au Québec pour développer les jeunes, puis mettre une vitrine vers eux autres. Sinon, tu sais, les jeunes s'entraînent dans le vide. Là. Si tu veux te battre à quelque part, faut que tu t'en ailles en Ontario ou tu t'en ailles au BC. Okay. Puis là, c'est sûr que tu es dans le rouge. Là. Tu vas aller te battre pour 1000$ si tu es chanceux, mais ils vont payer un billet d'avion. Fait que si tu veux amener un autre gars de coin, il faut que ça tes charges. Là, mais à un moment donné, puis les jeunes qui commencent, je veux dire, ils n'ont pas énormément d'argent non plus pour faire ça à temps plein. Fait que c'est super dur de développer de la relève ici au Québec, justement pour ça, parce qu'il n'y a pas de place pour se battre. Mais justement, tu sais, le bout de la UFC, ça serait pas de leur responsabilité un peu d'amener ça? Parce que, tu sais, déjà là, je sais qu'il y a eu beaucoup de controverses entourant le partage des revenus avec les athlètes. C'est des affaires qu'on parle, tu sais, qui est moins connu, mais tu sais, Georges Saint-Pierre a amené cette dimension-là. Pourquoi justement que la UFC, est-ce qu'ils ont déjà essayé de développer ce bout-là plus local dans les marchés comme Brésil, tu sais, Québec, tout ça? Ben, tu sais, à Toronto, il y a un UFC Gym. Ils ont une couple de UFC Gym à travers le monde. C'est sûr, à Vegas, tu as le gros centre de performance qui est ouvert à tous les combattants. Si tu veux y aller, tu es un combattant du UFC, tu peux y aller, tu t'entraînes gratuit, tu as des services, tu amènes tes coachs. Il y en a des coachs là-bas, mais tu peux amener tes coachs, mais tu as un service de cuisinier, tu as un service de tout, de massothérapeute. Tout est gratuit pour les combattants du UFC. Fait que si tu veux aller là, tu peux y aller. Mais l'affaire, c'est que UFC, il manque pas de monde. Je veux dire, il y a assez de combattants. Exact. Puis eux autres, c'est ça l'affaire aussi, c'est que beaucoup de monde qui mélange deux affaires. Le sport puis la business. UFC, c'est pas un sport. C'est une business événementielle qui met des shows, les meilleurs shows possibles à la télé pour le monde. Donc, c'est pas le sport. Le sport, c'est les arts martiaux mix. Fait à un moment donné, quand tu te dis, OK, ça n'a pas rapport à ce combat-là ou quoi de même, ouais, mais c'est ce combat-là qui va vendre le plus pour mettre de l'argent dans les coffres de l'organisation. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu mélanges les deux non plus. Je veux dire, ça arrive encore, du monde qui vient au gym et dit, je vais prendre des cours de UFC. On va s'asseoir, on va se parler, mon chum. C'est pas comme ça. On utilise cette expression-là, des cours. Mais c'est vrai que le monde, il en parle. Le UFC est tellement rendu big que c'est comme traité comme un sport. T'as raison, j'entends ça. Genre, moi, je veux faire du UFC, j'entends ça. C'est absolument. Toi, t'es associé beaucoup au Muay Thai. Pourquoi c'est ta peur? Tu sais, t'as parlé de boxe tantôt. Ouais. Ben, moi, j'ai commencé avec la boxe. Vraiment, c'est ça qui a rentré plus vite pour moi. Puis j'aimais ça rester debout puis échanger. Puis, tu sais, avec le temps, j'ai commencé à m'entraîner à Muay Thai à Boston avec une équipe qui s'appelle le Sit Kyotong. Après mon passage d'Ultimate Fighter, la 4e saison, je me suis lié d'amitié avec le coach de Muay Thai qui était là. Fait que je faisais des allers-retours Québec-Boston pour m'entraîner là-bas. Puis après ça, je me suis entraîné avec du monde ici. J'étais allé 2 fois en Thaïlande avec Tiger Muay Thai, m'entraîner là-bas aussi pour parfaire mon jeu debout. Moi, j'aimais ça rester debout. Fait que j'ai tout le temps
oui, il faut que tu travailles beaucoup sur tes lacunes, mais il faut pas t'oublier non plus tes forces. Pourquoi tu peux gagner. Exact. Fait que ton continuer d'améliorer tes forces. C'est sûr, tu vas peut-être mettre plus l'accent sur tes faiblesses, mais faut pas t'oublier tes forces non plus. Il faut pas commencer à être pogné tout d'un pain puis arrêter de t'améliorer là-dessus. Là. T'as pas eu peur de t'exporter, là? Toi, t'es allé Brésil, Mexique, tout ça, pour te battre, je pense, dans des ligues qu'ils te payaient avec des animaux de la ferme. Ben, au Brésil, ça a été mon dernier combat avant de rentrer au UFC en 2012. Puis ça, c'était vraiment drôle. C'était Amazing Forest Championship, en tout cas, whatever. C'était à Manaus. C'est la 3e ville la plus dangereuse au monde. Mais ça, je l'ai su après. Hugo Girard, il est allé récemment. Ouais, mais écoute, c'était vraiment drôle parce qu'on arrive à la place 2-3 jours avant pour voir c'est où. Puis d'habitude, tu sais, dans une cage, t'as une espèce de du rubber autour du métal. Là, ouais, mais c'est dangereux. Là, il n'avait pas. Il n'avait pas. Non, il n'y avait pas de. C'est la cage en métal direct. Exact. Puis c'est ça. Fait que là, finalement, moi, je me bats contre un Brésilien. Puis là, ça va bien. Je le knock au premier round. Puis, tu sais, moi, j'étais avec Fabio, qui est un Brésilien aussi. Fait que, tu sais, j'étais un peu safe, là, parce qu'il parlait portugais. Fait que, il connaissait du monde. Fait que c'est ça. Mais après, tu sais, pour se faire payer, on se fait donner rendez-vous dans une chambre d'hôtel. My God. Là, on arrive là. Puis là, on ouvre la porte. Puis là, il y a de l'argent sur le lit, là, ça n'a pas d'allure, là. Ah, t'as vu que ça, dans un film, là? Non, dans un film, là, je suis dans OK. Là, il compte ça, là, il dit, puis, je pense que c'était 40 000. Okay. 40 000 US cash. Là, je suis dingue. Là, je suis comme ça. Ouais, mais là, on est en 2012. Comment tu gères ça? Ouais, on n'est pas en ça 1950. Je fais comment pour rentrer ça au pays? Regarde, on t'a payé, arrange-toi avec tes problèmes. Tu tapé ça à BDM? Non, c'est cuisse. Je te jure. Tu me niaises, là. Non, je te niaise pas. Je te niaise ça. Non, oui, d'ailleurs, l'Agence du revenu, on vous salue en direct. Sais-tu quoi? Je l'ai compté cette histoire-là dans mon documentaire, puis il dit, je pense que c'est pas bon, on va pas le mettre. Ah, mais j'étais sûr que c'était des jokes. Moi, j'étais sûr. Ah, t'es sérieux? C'est ça. Ah, mais on l'a indirect. C'est bien pété, ça. Ah, ouais, fait que c'était old school, mais quand même 40 000 US pour aller te battre d'un marché qui est, je sais pas de quoi ça ressemble, mais quand même. Ouais, ben, tu sais, ils ont fait 2 shows. Okay. Je suis pas sûr. Peut-être que ça aurait été coûté cher. Là. Je sais pas. Non, mais... Peut-être que c'était pour en blanchir. Ouais, ça a moins toffé longtemps. Probablement. Pas poser de questions. Non, c'est clair. Non, déjà que tu t'as demandé si t'allais être payé. Ouais, non, je savais que j'allais être payé. Ouais, OK. Mais c'est ça. Je savais pas comment. Mais... Puis t'as-tu goûté à la cage en métal? T'as-tu mangé des coups dans la cage en métal? Non, ça s'est terminé assez vite. On est resté dans le milieu, puis je l'ai knocké, je pense, à 1 minute et demie du premier round. Fait que... Non, ça va bien. C'était quoi ton ambition de retourner là? De retourner aux racines, de vivre un peu le début, puis... Pas à tout. C'était de retourner au UFC. Puis l'affaire, c'est que là, je m'étais fait mettre dehors au UFC en 2010. Puis là, Joe Silva m'avait dit, hey, ça me prend une raison pour te ramener. Fait qu'il faut que tu fasses une série de victoires, puis il faut que tu finisses tes combats. Puis là, j'étais sur 3 victoires de suite. Je m'étais battu ici au Québec. Puis là, l'autre combat qu'on avait trouvé, c'était un gars qui s'appelait Gustavo Machado, qui était sur le bord de rentrer au UFC, que le monde parlait. Fait qu'il restait un combat pour lui d'avoir une victoire pour rentrer au UFC. Fait qu'on a trouvé ce combat-là. Puis après ça, on est allé là-bas, puis c'est nous autres qui rentrons. Tout est allé au UFC, puis lui, il est pas rentré. C'est ça, exact. Incroyable. Mais tu parles beaucoup des personnages, tu sais, ils ont l'air quand même stables. Tu sais, Bruce Buffer, ça fait longtemps qu'il est là. Tu sais, t'as parlé de Joe Silva. Mais je suis obligé de t'amener sur le terrain de Dana White. Tu sais, c'est tellement un gars qui incarne le UFC. Tu sais, toi, as-tu eu des contacts avec lui? Comment ça se passe? Tu sais, à quel point... Ouais, c'est un businessman. Je veux dire, on a été tellement proches pendant des années, puis il m'a sacré d'or pareil. J'ai compris que c'était mon boss avant mon ami. À un moment donné, mais je veux dire, il y a une business à rouler, puis c'est correct. Quand tu dis ça, c'est un homme d'affaires. C'est ça, c'est un homme d'affaires. S'il peut faire de l'argent avec toi, il va tout te donner. Mais tu peux-tu vraiment y en vouloir? À un moment donné, il faut que tu fasses la part des choses aussi. Fait que c'est ça, mais moi, j'ai jamais eu de mauvaise expérience avec lui. Jamais. Ce gars-là, c'est le gars qui est en avant, qui prend toutes les shots, puis qui répond. Puis je pense que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas pour être à la tête d'une business de même comme porte-parole, parce que c'est vraiment ça. Bon, il fait beaucoup d'argent comme être porte-parole, là, mais je veux dire, c'est ça. C'est pas le propriétaire de l'UFC, Dana White. Là. Il y a de quelque part, là, mais il est loin d'être majoritaire. Mais il reste que ça te prend un gars qui est une tête de cochon de même, puis qu'il répond au monde, puis qu'il les envoie chier s'il se fait envoyer chier. Je pense que ça prend quelqu'un comme ça à la tête d'une organisation de même, parce que sinon,
ça va dérailler. Mais quand tu décris les combats à TV, là, tu commentes, là, c'est eux qui t'engagent? Ouais, moi je suis engagé par le UFC. Par le UFC? Exact. C'est pas la station de télévision qui t'engage? Non, c'est pour ça que nous, on a fait TVA Sport puis RDS, on a suivi la job, nous autres. Fait que moi, je suis encore employé de l'UFC. Ouais, OK. C'est pour ça que t'es un des rares qui a fait RDS qui s'en allait à TVA Sport sans qu'il y ait de polémique, sans qu'il y ait rien. Renaud Lavoie puis PKP sont en tabarnak, sont genre style là. Mais tu sais, toi, as-tu encore tes accès avec le UFC? T'es-tu considéré comme un gars que, tu sais, parce que nous, on fait beaucoup d'animation d'ici, mais est-ce que t'es amené, tu sais, à un moment donné, d'aller là-bas, sur place? Ben, avant, on voyageait beaucoup. Okay. Mais à cette heure, on fait pas mal plus en studio. Puis, écoute, c'est correct. T'sais, le dernier coup qu'on a voyagé, c'est à New York, quand Georges a fait son retour. Puis je parlais justement avec à qui je parlais, donc je me souviens plus, mais tu sais, eux autres, lui, il est tout le temps parti, là, puis il dit, garde, dis-moi, d'un fois, j'aimerais ça être chez nous, là, tu sais. Fait que, nous autres, moi, c'est correct. C'est correct, je suis en studio, on est bien, on a voyagé, on a fait ce qu'on avait à faire. Mais tu sais, pendant la pandémie, l'UFC, puis l'UFC m'a beaucoup utilisé pour faire des entrevues avec les combattants canadiens sur le web, des choses comme ça. Fait que, oui, j'ai encore beaucoup de contacts avec eux autres. C'est sûr qu'eux autres travaillent beaucoup plus avec TSN. Niveau anglophone, moi au niveau francophone, je suis pas mal la référence. Mais on a tout le temps quelque chose à faire, puis on se parle quand même assez souvent. Puis quand tu es en studio, là, t'as-tu le même stream que nous autres ou t'as accès à plusieurs angles? Non, on a le même stream juste en régie qui sont 7 secondes d'avance. Okay. Mais à part ça, on a la même affaire que vous voyez à la télé. T'as pas d'autres angles comme un réalisateur, mettons, pour pouvoir mieux commenter, non? Non, on a exactement la même chose, puis on a le feed des Américains. C'est ça que j'allais dire. Fait que t'entends ce qu'ils se disent, eux autres, là, tu sais, des fois. Je pourrais les entendre, mais là, c'est ça. Ça viendrait bien là, Chris. C'est ça. Non, mais c'est surprenant, c'est Yohan Benson. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je décris les combats, je dis, tu vois, je pense qu'il a fait ça, mais de l'angle dans la caméra qu'on était, on va voir la reprise, voir si c'était vraiment ça. Ben, tu sais, je l'explique. Cool. Pas parce que c'est juste parce que maintenant, tu sais, l'angle de caméra, on décrit qu'est-ce qu'on voit. Ça, justement. Ouais. Parce que des fois, il y a des affaires que tu vois pas du même angle. Oui, exact. C'est que Yohan Benson, il était venu ici puis il a animé le golf. Puis il disait que quand il l'avait fait, il disait qu'il s'était rendu compte que ben des gars qui animaient le golf, il y avait l'écouteur des Américains. Puis il retraduisait en français ce que les autres disaient. Puis là, j'étais genre, je disais, ouais, c'est bien poche, tu sais, je voulais avoir le vrai feed. Fait que je te posais la question, si toi, c'était comme, il gives a punch. Il a donné un coup de poing, tu sais. Puis tu sais, je veux rien enlever au golf, mais c'est un petit peu plus lent. Oui. Fait que ça se peut que tu sois capable d'écouter, puis traduire automatiquement. Moi, j'aurais pas le temps, là. Ouais, je comprends très bien. Mais moi, pour ça, je vous lève mon chapeau, les gars, de dire que, tu sais, toi, des fois, on dirait qu'il y a comme des prises ou des situations de combat que tu as trouvé le moyen de franciser, que tu sais, le vrai terme que tu utilisais probablement quand tu t'entraînais, il était anglophone. Puis là, des fois, je le sais, là, je dis, OK, il cherche le terme français, mais c'est fou comment c'est une dimension qu'on sous-estime. Ben oui, absolument. Puis écoute, oui, c'est vrai, ça a pris du temps avant que ça rentre dans mon vocabulaire naturellement. Je veux dire, parce que en bar, triangle choke, je veux dire, moi, j'ai tout le temps dit ça toute ma vie. Fait que c'est sûr que là, quand tu t'en vas, OK, il va avec un étranglement triangulaire avec le bras. C'est long, mais j'essaie d'être le plus francophone possible parce qu'on est. Tu le fais bien. Pour vrai, je te dis, tu le fais bien. Puis, je pense que j'ai réussi à trouver une façon de vulgariser ce sport-là le plus possible pour pas prendre le monde des caves, mais pour être assez technique pour que le monde comprenne ce sport-là, qui apprécie qu'est-ce qu'il voit aussi. Fait que, c'est sûr, des fois, je parais. Je colle une soumission 5 secondes avant qu'elle parte. Là. Quand ça arrive, je parais pour un génie. Là. On se tape des mains. On l'a eu encore. Mais, j'ai tellement vécu ces situations-là. Puis, c'est pour ça que, des Dominic Cruz, des Paul Felder aux États-Unis, des Daniel Cormier, qui sont tellement bons parce qu'ils ont réussi à faire la transition de ce qu'ils veulent dire à la télé. Puis, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Exactement. Mais, quand tu l'as vécu puis tu vois qu'est-ce que c'est, t'as bien beau être le meilleur journaliste au monde, ton discours sera jamais aussi pertinent qu'un athlète qui l'a vécu cette situation-là. Mais c'est ça, l'athlète, il faut que tu sois capable de le dire. Ouais, c'est pas tous les athlètes qui ont un bon vocabulaire. Ouais, de le vulgariser comme il faut pour que tout le monde comprenne. Ça, c'est cool. Moi, là, d'ailleurs, tu sais, c'est drôle parce que là, tu faisais les interventions 91.9 puis ils mettaient la toune The Predator, que je trouve vraiment cool, by the way. Puis ça, je voudrais en parler, mais je voudrais savoir, tu sais, quand vous arrivez, ces chansons, vous avez pas toujours la même tune de Walk-In. Toi, t'as changé souvent. Ouais.
est-ce que, à quel point faut que tu demandes à l'artiste de dire, je m'appelle Pat Côté, je voudrais arriver avec une toune de Kiss, tu le fais that's it? Non, tu le fais that's it, tu le demandes pas. Il y a juste une fois, c'était 3 Days Grace qui m'avait demandé, on avait comme établi un deal qui voulait que je rentre sur leur nouvelle toune. Puis je les avais rencontrés, puis je me suis lié d'amitié avec leur gérant, puis c'était Chalk, la toune. Et je trouvais ça mauvais. Là. Finalement, je suis pas rentré. Je leur avais demandé, je sais pas combien, mais j'avais demandé beaucoup d'argent pour rentrer sur cette. Je savais qu'elle allait dire non. Fait que c'est comme un peu mon échappatoire. Mais tu sais, il faut pas sous-estimer la toune d'entrée. Oui, je te crois tellement. C'est la dernière chose que tu entends avant de rentrer. C'est quelque chose qu'il faut que tu aies visualisé avant. Ça peut se décider 1 mois d'avance ou 3 jours d'avance. Tu le sais pas, mais à un moment donné, tu écoutes des chansons, tu écoutes une tune, puis à un moment donné, là, tu visualises ta marche vers l'octogone qui grandit, tu tapes des mains. Dans un certain coup de drum, OK, c'est là que tu commences à partir à marcher. J'aime ça. Il y a bien des affaires qui se passent dans une toune d'entrée que le monde ne savent pas. C'est super important de bien te sentir. Puis l'affaire que tu veux pas, c'est que la toune de ton adversaire soit meilleure que la tienne. Ça fait chier. Ça fait chier. Ça, je te le confirme. Là, t'es de même, puis là, tu rentres, puis là, si tu rentres en premier, là, c'est la sienne, tu dis il me semble j'aurais dû prendre celle à la place. Tu trouves que sa toune est meilleure. Mais puis mettons une de tes préférées. Écoute, j'en ai plusieurs. Moi, j'ai rentré souvent sur du vieux rock. Là. J'aimais bien ça. Kiss, Warrant. J'ai rentré sur Twisted Sister. J'aimais bien ça. À la fin, c'était pas mal ça. Mais tu sais, c'est une question de perspective, de visualisation. Puis mon dernier combat, j'ai rentré sur Cinderella Man de Eminem. Puis je sais pas pourquoi je savais pas cette statistique-là avant, parce que ça fait tellement longtemps que je fais des combats, mais c'est une tune d'Eminem, puis Cinderella Man, je trouvais que ça se représentait bien mon parcours, que je suis revenu. C'est comme une histoire de Cendrillon un peu. Fait que pour moi, c'était ça la définition. Mais après, j'ai un de mes chums qui est fan fini, connaît des statistiques 10 fois plus que moi, il est complètement capoté. Puis là, il dit, man, pourquoi t'as rentré sur une toune d'Eminem? 67% des fighters qui rentrent sur des Eminem perdent. Ah, wow! C'est vrai qu'on commence ça, je savais pas. Bon, ça aurait peut-être sûrement rien changé, là. Mais je savais, vraiment, il y a une statistique qui existe là-dessus. Tu vois, il y a une statistique qui existe là-dessus. Je dis, OK. Fait que là, à cette heure, toutes les fois que j'entends un gars rentrer sur une toune d'Eminem, je dis, il part avec 2 brises, man. T'es sérieux, c'est très drôle, ça. Puis moi, on m'avait expliqué que t'avais pas le droit de rentrer avec la toune personnelle, le Predator, parce que vous vouliez vous dissocier de la WWE. Ben ouais, c'est ça. C'était ça la raison. Ils voulaient pas avoir des tunes personnalisées justement à cause de ça. À un moment donné, ils l'ont interdit parce qu'il y a Anderson Silva qui en avait déjà eu une. Un autre fighter aussi. Puis c'est ça. Finalement, moi, ma tune, j'ai jamais été... je l'ai utilisé quand dans les 2 ans que je me suis fait mettre dans dehors du UFC. Je l'ai utilisé ici à Montréal. Mais UFC, je pouvais pas le prendre. Il dérangeait avec ça. Ouais. Ah, c'est quand même particulier. Mais si elle avait été publicisée, s'il l'avait mis sur un CD, puis elle avait été... OK, je comprends. J'aurais été capable. Là, t'aurais pu. Ouais, exact. Ça part d'où, ça? Il y avait un gars à Halifax, il a l'anecdote. Ça, c'était une histoire quand même assez drôle. C'était en 2010, je pense, ou quelque chose de même, 2009. Un gars qui m'écrit, c'est un gars d'Halifax. Puis là, il dit, écoute, ça dérange que je fasse une toune pour toi d'entrée. J'ai fait une pour Roger Hallett, qui s'est déjà battu il y a une fois, je pense. C'est un gars qui est un boxeur à Halifax. Fait que là, tu sais, moi, j'en ai beaucoup de demandes dans ma vie. Puis, tu sais, des demandes de même, ça arrive d'un fois, puis je suis de même. Puis souvent, ça vire pas bien. Tu sais, souvent, c'est. Fait que là, genre, man, fais bien ce que tu veux. C'est correct. Si tu veux t'amuser, pas de problème. Fait que là, ça reste de même. 2 mois plus tard, on est chez nous. On est à peu près une dizaine parce que c'est une soirée. Là, je reçois un email. Ting! Johnny Rook de Predator. La toune est prête. Là, je check bien la marde, moi. Sérieusement. Fait que là, on met ça. Là, on est de même après 15-20 secondes. Man, c'est vraiment bon. Pour vrai. Oui, man. Là, on le mettait ça. Là, on m'a craqué le son, mais... Non, pour vrai, j'ai été vraiment surpris de cette tonne-là. Moi, je trouve que c'était fantastique. Quand j'ai écouté le 91.9, puis là, ta tonne à part, tu sais, genre, je monte le son de ma radio, là, puis là, tu sais, le monde, il parle dans l'auto, je suis comme, voyons, là, c'est le bout de Pat. Puis, toutes les fois qu'on passait, on recevait tout le temps des messages, c'est qui a la chance. Oui. Je sais pas combien de fois qu'on l'a répété, là.
Mais c'est Johnny Rook, c'est The Predator, puis tu peux juste la trouver sur YouTube. Là. Let's go. Oui, il a fait un petit vidéo cheap, il a fait un petit vidéo cheap, là, mais faut t'écouter plus la tune que la vidéo. Mais ça, c'est cool. Tu sais, tu devais te dire, le gars, il pense à moi, il y avait un côté, parce que ton nickname, il est vraiment cool. Moi, je sais pas si c'est ça. L'histoire que j'avais entendue, c'était à cause des partners de sparring, le titre de Predator. Ouais, ben oui. Tu sais, c'est pas le nickname le plus original, là, parce qu'on était une couple à l'avoir, mais moi, au début, quand j'ai commencé à faire ce sport-là, j'étais vraiment mauvais. Là. Pour vrai, il n'y avait pas d'avenir, vraiment. Tu me regardais et tu disais, il fera jamais ça de sa vie. Mais, tu sais, j'avais une tête de cochon, puis je voulais faire ça, puis j'aimais ça. Tu sais, c'était comme devenu une passion. Puis à la fin de chaque entraînement, je voulais tout le temps avoir un nouveau partenaire d'entraînement. Je voulais tout le temps avoir quelqu'un pour continuer, même si le training était fini. Puis ça, il me disait que je cherchais toujours une nouvelle proie. Puis c'est eux autres qui ont trouvé le. T'es comme un prédateur. T'es comme c'est sûr, en français, ça sonne un peu plus louche. Là, en anglais, ça sonne bien. Ça sonnait comme si tu portais un imperméable tout le temps. Mais c'était quasiment pas ça. Mais honnêtement, moi, je trouvais que ça fitait. Tu sais, Patrick Predator, ça sonnait. C'est fou. Est-ce que la UFC te demande ça? Tu sais, un nickname, tu sais, parce qu'on dirait que tous les gars n'ont un pratiquement, là, The Answer, de Spider. T'es pas obligé d'en avoir un. C'est sûr que ça va faire partie un peu de chaque combattant, c'est ça, marketing. Chaque combattant, c'est une petite PME. Tu sais, faut que tu te penses comme ça. Fait que faut que tu te développes, faut que tu sois capable de te vendre. Fait que c'est sûr que moi, mon nickname, et le monde, ils le connaissent, puis ils m'ont associé à ça, mais c'est pas tout le monde qui ont des beaux nicknames. Là. Frank Triggs, The Twinkle Toes, on la comprend pas encore, celle-là. Il y en a bien, là, des affaires dans même. Mais ça reste ça. Ça reste une affaire de marketing. Puis au bout de la ligne, le monde, ils te reconnaissent avec ça. Ils te font. Chez nous, je recevais des peintures, je recevais des dessins, je recevais. Chez ma mère, elle a une chambre, c'est juste du stock que moi j'y ai donné. Je trouve ça un peu malaisant de mettre des photos de moi chez nous. Là. Mais je donne tout ça à ma mère. Elle a une chambre complète. C'est comme un mini-musée. J'ai tellement reçu d'affaires de fans qui faisaient des signatures. Ils m'arrivaient avec des peintures. Là. J'étais, man, t'as vraiment pris du temps avec ma photo pour peinturer ma face. J'ai dit, pas bien, tu sais. Mais tu t'apprécies ça, puis t'es remercié, puis tu trouves ça awkward, mais tu sais, c'est comme ça. Il y en a qui sont beaux, il y en a qui regardent ça, moi, je ressemble vraiment à ça. Il y en a qui n'ont pas tout le temps le même talent. Pas tout le temps. Wow! Mais tu sais, c'est le geste qui est cool. T'sais. Ça me fait capoter d'entendre ça, mais tu sais, c'est complètement cinglé comment la UFC, c'est le genre d'affaires qu'on peut sous-estimer, puis tu sais, dans le sens que je croise plein de monde qui écoute pas tant de sport, mais dès que je me mets à parler de ça, ils sont comme, ah ouais, t'as-tu vu le dernier combat de Judge Riddick? Là, je suis comme, quoi? Tu sais, tu connais ça? C'est fou comment la UFC, ils ont bien fait les choses, je trouve, dans les dernières années. Tu sais, l'amener des femmes, mettons, dans les combats, c'est incroyable comment ils ont bien fait ça. Ouais. De dire que les fights, tu sais, moi, un main event, tu sais, j'essaie d'expliquer ça à ma blonde, qu'un main event de la UFC, c'est des femmes qui vont s'affronter, puis ça marche, là. Ben, tu sais, ça dépend toujours des athlètes que tu as, du produit que tu as présenté. Si Ronda Rousey n'avait pas existé, il n'y aurait pas de femmes aujourd'hui dans l'UFC. Parce que, tu sais, Gina Carano, ça a été une des premières pionnières, puis c'est une belle femme, elle était belle, puis elle était bonne, puis ça n'a jamais été une question qu'elle puisse rentrer au UFC. Ça prenait quelqu'un qui était plus une grande gueule, qui dérangeait, je pense, puis qui allait challenger Dana White sur sa décision que, là, 3 ans avant que les femmes rentrent dans l'UFC, il a dit jamais qu'il y aura des femmes dans l'UFC. Jamais. Oui. Ça prenait un personnage qui était capable d'attirer l'attention. L'aura de champion. C'est ça, là, exactement. Fait qu'aujourd'hui, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, Ronda, parce que c'est quand même un personnage, puis être désagréable, honnêtement. Je savais pas. Tu vois, désagréable, mais toutes les femmes qui se battent au UFC n'ont pas le choix de lui dire merci. Je veux dire, c'est comme ça, mais ça dépend toujours du produit que tu as. Puis, tu parlais du UFC, ils ont fait tellement des bonnes choses. C'est ça. Je veux juste dire, moi, je l'aime bien. Juste dire que le metteur en ondes n'est pas mal plus vite de trouver une photo de femme que la toune. Elle l'avait déjà, là. Celle-là, ça a été... Il l'a pas trouvé, pas vrai? Tu l'as pas trouvé? Il l'a pas trouvé. Mais c'est drôle que tu disais ça parce que, tu sais, l'UFC a fait des bonnes choses, puis on parle de leur premier compétiteur, c'est Bellator. Puis tu vas aller parler au Bellator, puis tu vas dire, hey, moi, je suis champion du monde au Bellator. Puis, on s'entend au Bellator, tu sais, t'as Rory McDonald, t'as des John Finch, t'as des Paul Day. Pour moi, à mon avis, t'as Lima qui est un des meilleurs, dans le top 3 au monde des 170 livres, mais personne ne le connaît parce qu'il se bat pas au UFC. Il se bat, tu sais, t'as des Michael Chandler, t'as vraiment du bon stock là, au Bellator. Mais tu sais, juste le fait que ces 3 lettres du UFC sont tellement puissantes que tu vas dire, je suis champion du monde au Bellator, tu dis, ah, OK, good for you. Tu vas dire, je me bats en sous-carte sur le premier combat du UFC. Man, tu te bats au UFC, pas vrai?
T'as raison, comment... Tu peux être champion du monde du Bellator, qui est le premier compétiteur du UFC, le monde s'en torche. Mais tu vas te battre le premier combat du UFC, ça T'as raison. Tout le monde va être là. Fait que c'est pour ça que je dis, c'est vrai que les bourses, là, c'est quand même un tabou, là, ils disent que tout le monde devrait être mieux payé. Mais puis moi, ça, je l'ai compris. Puis j'ai fait quand même de la bonne argent avec les bourses de combat. J'en ai fait 10 fois plus en utilisant ces 3 lettres-là à l'extérieur du UFC. Maintenant, il faut que tu vois plus grand que juste la cash, puis tu te battes, puis prends ton chèque de paye, puis attendre de te battre. Ces 3 lettres-là sont tellement puissantes et monnayables. Quand tu es capable de jouer avec ça, avec différentes business, avec différentes occasions de te faire voir, puis tu utilises le terme UFC Fighter, tu as plein d'opportunités qui peuvent arriver. Là. Même encore aujourd'hui. Ben oui, même encore aujourd'hui, tu t'en sers. Ben oui, tous les jours. Il y a un respect par rapport à ça là, qui est encore indéniable. Puis tu sais, ça, on en parle justement du UFC, du partage des revenus. Ça peut ressembler à quoi quand tu rentres dans l'UFC un contrat? Tu parles beaucoup de contrats de 3 combats, mettons. Le gars, il n'y a pas de montant garanti en plus? Ben, je veux dire, les bourses sont sur le contrat. Okay, je te parle d'un contrat normal, que 85% des fighters ont, mettons. Fait que tu rentres, la bourse minimale, c'est 10 000 plus 10 000. 10 000 plus 10 000. Puis après ça va... Si tu gagnes, après ça va monter peut-être de 2 à 3 000. Fait que tu vas faire 13 plus 13. Puis si tu gagnes, tu vas faire 15 plus 15 ou 16 plus 16. Fait que là, ça monte comme ça, c'est ça les échelons. Si tu perds ton premier combat, ben le deuxième, tu vas faire encore 10 plus 10. OK. C'est comme ça marche. Sauf quand tu pars... Oui, c'est... je vais t'expliquer un peu après ça les déductions, puis tu vas trouver que c'est vrai qu'il t'en reste pas gros dans les poches. Mais tu regardes au Bellator, qui est le meilleur compétiteur de l'UFC, il y a du monde qui se battent pour 1500$. Moi, j'avais... OK, mais c'est bon que tu me le dises, parce que moi, je pensais qu'ils parlaient qu'eux autres, ils se vantaient qu'ils donnaient de l'argent aux fighters. Tu sais, que les dirigeants gardaient beaucoup moins d'argent. Au Bellator? Oui. Ben, l'avantage au Bellator, c'est juste parce que tu peux utiliser tes propres commanditaires. Fait que si tu es capable de te vendre, tu peux aller chercher beaucoup plus d'argent avec les commanditaires qu'avec l'échelle salariale de Reebok, qui est quand même assez long avant de faire de l'argent parce que ça marche par tranche de 4 combats. Fait que tu fais 4 combats, là, tu changes de tranche jusqu'à un maximum de 30 000 40 000 si t'es le champion ou 30 000 si t'es un aspirant, sinon ça top à 25. Fait que, tu sais, le commanditaire, ça, c'est un autre débat, là, parce que on fait plus autant d'argent qu'avant. En 2007 à 2010, là, on a fait beaucoup d'argent. Hayabusa et compagnie, ça roulait. Avec toutes les compagnies de linge, les suppléments alimentaires, ça garochait. Ils nous amenaient partout dans le monde, nous faisaient voyager. On allait dans des MMA Expo qu'il y avait dans ce temps-là. C'était ridicule, pour vrai. Là. On voyageait beaucoup, puis on a fait beaucoup d'argent avec les commanditaires, puis à un moment donné, ça a crashé. T'sais, quand on commençait à vendre des chandails à la porte au Walmart, là, ben, ça a perdu de la valeur, puis là, ça a tout a crashé, parce que un t-shirt Silver Star, là, tu veux bien en acheter un de Georges Saint-Pierre, là, il est beau, puis c'est ton idole, mais t'achètes un t-shirt 90$, pareil, je veux dire, c'est cher pour un bout de guinée, c'est un t-shirt quand même. Là. Fait qu'à un moment donné, le monde s'en s'est rendu compte que ça avait plus de bon sens, fait que là, ça a crashé, c'est comme ça. Mais, pour revenir à la bourse, 10 000 plus 10 000, tu gagnes, tu vas faire 20 000, ok, c'est pas pire. Mais je vais dire, mettons, tu perds. Ton team, hein, tu perds, là. Premièrement, tu vas t'enlever 30% de taxes direct. Là, je te passe, tu te bats à Las Vegas, mettons. Ici, au Canada, ils vont pas t'en enlever, mais sur ta bourse directe, mais maintenant, il faut leur t'en donner. Exact. Mais je te vais parler directement à Las Vegas. Tu enlèves directement 30% de taxes. Après ça, tu reviens chez vous. Là, il faut que tu payes ton gérant, qui est... si t'en as un honnête, ça va être entre 7 et 10%, mettons, là. Puis après... Pourquoi tu dis ça? Non, c'est parce que, il y en a une couple de crosseurs. Tu fasses attention là-dedans. Puis ils sont pas tous à Las Vegas, les crosseurs. Il y en a ici, à Montréal. Mais, puis après ça, tu vas payer ton team, dépendamment dépendamment de l'entente que tu as, soit que tu vas donner un pourcentage à ton team, puis ou ben non, je sais pas, dépendamment, mais souvent c'est un pourcentage. Après ça, ben, tu sais, t'as ton nutritionniste à payer, t'as plein d'affaires à payer, puis le coût que ça t'a coûté pour te rendre là, la diète, des choses comme ça. Fait qu'au bout de la ligne, tu sais, il va te rester quoi dans les poches? 4 000? Tu sais? Ouais. Finalement, ce qui est plus payant, c'est gagner à Mayonnaise. C'est ça qui est le plus payant. Ouais, exact. Gagner au Brésil. Fait que, tu sais, là, c'est ça. Fait que là, il te reste 4 000$ pour vivre à temps plein, juste à t'entraîner jusqu'au prochain combat. Fait que, tu sais, c'est pas facile. T'sais, même quand t'es rendu au UFC, c'est dur de vivre de ça. Vraiment. Imagine. Fait que, c'est ça. Puis après, tu sais, comme là, il y a tous les bonus.
sais, genre Fight of the Night, Knockout of the Night, tout ça. Là, on parle de quand même des gros montants, là. Ça va plus vite, là. Ouais, on parle de 50 000, puis ça, c'est à la discrétion de l'organisation, par exemple. Tu sais, ça veut pas dire que tu knocks le gars que tu vas en avoir un là, de bonus. Ça dépend comment que la carte va, puis tu sais, t'as Fight of the Night, puis à ce temps, t'as 2 bonus de performance. OK. Fait que ça veut pas dire que t'as fait un knockout que tu vas gagner. S'il y a eu un combat débile, ça se peut que l'autre ait le bonus, mais c'est tout le temps à la discrétion de l'organisation. Moi, j'avais eu l'info que ta plus grosse bourse, c'était à Saskatoon, que tu l'avais eu. Oui, parce qu'on a gagné le Fight of the Night, Josh Barkman et moi, puis on avait fait une bonne bourse là-dessus, puis c'est ça, c'était le fun parce que je reviens dans le lobby, puis on avait fait vraiment une guerre, puis c'était la première fois que Barkman se faisait knocker aussi dans sa carrière. Fait que ça avait été vraiment un combat incroyable, puis en plus, je le knock chez nous au Canada, c'était débile, fait que là, je m'en vais dans le lobby, puis il y avait un petit bar dans le lobby, puis là, il est là, puis il est déçu. Là, il est en train de boire une bière, puis là, je m'en vais le voir, puis nous, on est 2 amis. Josh Barkman et moi, on est 2 amis. Ça fait des années qu'on se connaît. Okay. C'était son père qui était dans son coin. Après le combat, je saute par-dessus la cage, je prends son père dans les bras, parce que on se connaît depuis des années et des années. Fait que il y avait beaucoup de respect, puis c'est pour ça, dans le combat, à un moment donné, on se tape dans les mains, parce que c'est le fun. Fait que là, lui, il était pas au courant qu'il avait gagné le Fight of the Night. Il était pas au courant qu'il avait gagné 50 000. Okay. Fait que là, je suis allé m'asseoir à côté. Non, j'allais chercher 2 scotch à 50$ le verre, chaque. Fait que là, je me suis assis à côté de lui, puis là, j'ai mis ça là, puis j'ai mis la bouteille là. Puis là, il me regarde, là, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, cette bouteille-là, elle vaut 300$. Ici, ils vendent 50$ l'once. Mon chum, il vient de gagner le Fight of the Night, il ne savait pas. Fait que là, moi, j'ai comme dit qu'on a gagné 50$. Fait qu'on n'a pas fini la bouteille, mais on l'a descendu. Ça a mis un petit bombe, ça appelait maintenant. Ben, c'est ça. Je veux dire, puis, il y a comme une grosse confrérie dans ce sport-là. Tu peux pas aimer tout le monde, mais il y a un gros respect. Puis je pense que ce sport-là, ça commence avec une poignée de main, puis ça se finit avec une poignée de main. C'est cool, 90% du temps. Puis t'as bien beau faire ben du trash talk, puis l'haïr. Le meilleur exemple, c'est Nick Diaz avec Connor. Ils se sont envoyés chier. Ça jamais à la fini. fin, ben, ils se hug, puis it is what it is. C'est ça. Puis à un moment donné, il faut que tu comprennes que c'est un spectacle aussi. Puis c'est sûr que tu peux pas aimer tout le monde. Là. Moi, il y en a que j'haïs, mais il n'y en a pas beaucoup, mais en général, il y a un gros respect là-dedans. Là. Qu'est-ce qui peut faire que vous vous détestiez entre vous autres? C'est-tu vraiment quelque chose qui est arrivé à l'extérieur ou à l'intérieur du ring ou c'est une notion de personnalité? C'est souvent à l'extérieur. Des choses qui ont été dites ou juste des attitudes d'épais. Là. OK. Moi, j'en ai 2. Là, c'est Frank Mir et Phil Baroni. Frank Mir? Ouais. Le Frank Mir? Ah ouais. OK. C'est pas mon préféré. C'est champion poids lourd. Là. Exact. Puis tout ça a commencé dans mon combat contre Tito Ortiz. Lui était invité comme analyste, puis il m'a bâché de la première seconde à la dernière, là, en disant que j'avais pas d'affaires là, qu'est-ce que je faisais là, j'étais pas en shape, j'étais fat. C'est-à-dire, pendant 15 minutes, il a pas arrêté pour vrai. Là. Puis ça, c'était UFC 50. Puis lui, je sais pas s'il était champion du monde dans ce temps-là, mais en tout cas, il est devenu champion du monde. Puis à l'UFC, à un moment donné, là, il y a eu une descente. Une grosse drop, là. Là, UFC 67. On se bat, non, 74. On se bat sur la même carte. On est dans le même vestiaire. OK. Puis, tu sais, pendant ces années-là, il y a toujours des affaires qui ont été dites. Puis moi, j'avais dit que je l'haïssais parce qu'il avait pas été fair avec moi, puis whatever. Puis là, il est dans le vestiaire. Puis moi, je me bats le premier combat de la carte principale, c'était un pay-per-view. Puis dans ce temps-là, être sur le pay-per-view, c'était beaucoup plus glorifiant, prestigieux. Puis tes commanditaires donnaient beaucoup plus d'argent aussi. Okay. Puis lui, il se battait en sous-carte. Puis on était dans le même vestiaire. J'étais allé le voir, j'ai dit, moi, regarde, c'est qui se met en sous-carte à cette heure. Là, ça a comme explosé. Là, mais c'est depuis ce temps-là, c'est ça. Mais c'est que tu as quand même crissé dans la face, même contre Tito Ortiz. Et tu t'es battu plus longtemps. Fait qu'il t'a blasté plus longtemps qu'il s'attendait à te blaster avant de commencer. Parce que lui, il s'attendait à ce que le combat dure 3 minutes. Mais il a pas manqué de mots. J'ai rendu jusqu'à la fin. Hey, ça me fait rire, tu me comptes ça. Frank Mir, qui est le gars que, tu sais, genre UFC 100, qui était quand même un événement important, qui s'était fait rosser par Brock Lesnar, qui était un combat sens unique, la finale du UFC 100. Puis lui, il allait te dire quoi faire. Genre, j'en reviens pas. Tabarnouche. Mais c'est intéressant. Pareil, tu sais,
Mais tu parlais de Conor McGregor justement avec Diaz. À quel point, tu sais là, parce que pour vrai, les UFC, on dirait qu'ils ont pris ça de la lutte ou tu sais même des vieux combats de boxe, ça finit jamais le trash talk puis ils se lancer des bouteilles d'eau. À quel point les gars se parlent pour dire on va rendre ça là épique, on va amener ça à un niveau. Pas tant que ça. Okay. Ça te prend quelqu'un qui est capable de le faire, le trash talk. Là. Si tu essaies d'en faire puis t'es pas capable d'en faire, ça paraît. Là. Comme Georges, il est pas là-dedans, on s'entend. Non, c'est ça. Puis il y en a bien d'autres qui ont essayé d'en faire puis de prendre cette avenue-là de Conor, mais Conor, il est unique. Là. Je veux dire, là, il est quelque chose. En trash talk, là, c'est un des best, là, pour vrai. Là. Puis au début, on le comparait un peu à Mohamed Ali là, en vendant son sport. Au début, on était là, OK, calmez-vous. Mais aujourd'hui, tu es obligé de dire qu'il est pas mal dans la même catégorie, je te dirais, sur le trash talk puis sur être capable de vendre le spectacle. C'est un phénomène. Là. Puis Diaz, ben, écoute, c'est Diaz. Je veux dire, moi, je les adore, ces deux frères-là, Nick et Nate. Je connais pas beaucoup de Nick, je connais très bien Nate parce qu'on était commandités par la même compagnie à un moment donné par Acorn Limited, puis on a fait des voyages ensemble de promotion. Super cool, le gars, super gentil, mais c'est des gars qui sont fâchés. Je veux dire, son nez, il était en crise, je pense. Son nez, sérieusement. Ils sont comme ça, tu sais, puis ils sont de même dans la vraie vie, ils sont de même dans l'octogone. Ils jouent pas un rôle, puis c'est pour ça que moi, je les aime, ben, ils sont vrais. Tu sais, ils sont raw, vraiment. Ils sont comme ça. Le fighter, c'est le même gars. What you see is what you get. Ouais, exactement, surtout eux autres, ouais. À quel point McGregor, tu sais, t'as-tu pu le côtoyer? C'est fou comment ce gars-là, il a quand même perdu pas mal de combats dans les dernières années, mais son aura, son personnage, comme tu dis, il était encore au sommet. Ils ont fait des finales avec Cerrone, puis c'était deux gars que, quand tu y penses au classement, ils étaient plus aussi prestigieux que Nurmagomedov et des gars de même. Est-ce que tu as eu l'occasion de jaser avec, de vivre de quoi? Ben, je me suis battu une fois sur la même carte à l'UFC 178 quand j'ai fait mon retour au UFC. C'est quand il y avait knocké Poirier, je pense. Puis, tu sais, moi, je l'ai rencontré par la suite dans des événements que je décrivais. Puis, tu sais, en arrière, là, super cool. Il est super respectueux. Il m'avait serré la main. C'est sûr qu'il n'était pas la star qu'il est aujourd'hui, là, à l'UFC 178. Là. Mais il reste que, tu sais, lui, il a compris comment ça marche. T'sais, lui, là, il a compris comment faire de l'argent, comment se vendre. Puis, à un moment donné, on oublie comment il est bon. Parce que c'est vraiment bon. Là. Conor McGregor, c'était vraiment un bon combattant. Sérieusement, là, avec la distance, il est précis. Le timing. Il est vraiment très bon. Mais on l'oublie, ses qualités athlétiques, parce qu'il est tellement... son trash talk ramasse tellement d'affaires. Mais c'est le mec qui a fait son argent, puis lui a compris justement que l'UFC c'est une business de spectacle. C'est sûr, il faut utiliser la marchandise quand c'est le temps de faire, mais c'est ça la force de Conor McGregor, c'est qu'il était capable de backer ce qu'il disait. Pendant des années, il disait des affaires, tout le monde dit, ben voyons donc, non. Mais s'il se plantait en combat, ça portait plus rien, là, ce qu'il disait. Mais il a toujours été capable de backer ce qu'il disait. Tout le temps. Quand José Aldo, il a dit qu'il knockerait en 20 secondes. Il l'a dit, il l'a prédit, puis c'est arrivé. Incroyable. C'est bizarre, mais c'est ça. Il faut que tu sois capable de faire du bon trash talk de 1. Il faut que tu sois capable de backer ce que tu dis aussi. Puis ça, c'est pas évident. T'aimais-tu ça, toi? T'en faisais-tu pas mal? T'étais-tu? Moi, j'en faisais si l'autre commençait. Je suis bon pour répondre, mais j'étais pas. Je me suis jamais forcé pour en faire non plus. Je me suis jamais caché pour dire ce que je pensais. Mais je me suis jamais forcé pour dire. Puis je pense que. Moi, je viens de plus de la vieille école. Tu comprends? Moi, j'ai vécu avec le fait de vouloir donner une belle image au sport pour que ce soit le plus accepté. Fait que je trouve que ça rentrait pas un peu dans mes corps de partir de la merde pour rien. T'sais. Mais ça, c'est cool que tu comptes ça parce que, moi, je trouve que les Québécois, mettons, même dans la boxe, on a amené une dimension de gentilhomme quand même. Tu sais, à quel point le UFC, on s'entend que les gars sont mean, sont tough. Tu sais, toi, tu as participé à ça, comme avec Georges, de dire, on va arriver classe. T'sais, on va avoir une aura de champion et non de garçon de rue. Là, t'sais. Toi, tu as voulu embrasser ce mouvement-là. Oui, parce que ce sport-là, c'est tellement tabou. Puis c'est correct, c'est pas fait pour tout le monde. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, si t'aimes pas ça, c'est correct. Moi, le patinage artistique, j'haïs ça. Mais je peux pas dire que c'est un sport de cave. Je veux dire, faire des pirouettes dans les airs, je suis pas capable de le faire. Mais je vais donner un respect aux athlètes qui font ça. Mais je regarderai jamais ça.
Mais tu sais, je peux pas dire que tout le monde qui font ça, ils savent pas rien faire d'autre, tu comprends? Fait que pour nous autres, c'est la même chose. À cette heure, le sport est tellement rendu à un autre niveau, tu peux pas dire qu'on est tous des street fighters, pis des gars qui ont pas d'éducation, puis des gars qui savent pas parler, puis des Soulons qui vont se battre dans un bar, tu sais. Il y a plus grand monde rendu à ce niveau-là qui se bat dans un bar, là, je te confirme. ça arrive plus, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a un respect que moi, je travaille plus pour l'image du sport, pour donner un respect aux athlètes dans ce sport-là. Mais si t'aimes pas ça, t'as le droit, c'est correct, là. Mais faut que tu voies plus que 2 gars d'une cage qui se tapent sa gueule. Pour moi, c'est ça. Puis tu parlais de donner une belle image au sport. T'sais, Georges a été le premier à arriver habillé en habit complet à une conférence de presse. T'sais, ça a été le premier. Puis après ça, tout le monde a commencé à mieux s'habiller. Puis commencé à avoir de l'air plus propre, avoir de l'air des athlètes et non pas des fighters. Donc ça, c'est une grosse différence. Tu parlais de bar, là. Combien de fois tu prends un verre dans un bar puis il y a un cabochon qui dit je veux te pogner? Tu fais essayer, ouais? Plus maintenant. Non, mais qui te le disait dans le temps. Avant, c'est arrivé une couple de fois. Mais tu sais, ça fait peut-être 10 ans de ça, 10 ans. Ben, tu répondais, je m'en allais. Ça me donne rien. À cette heure, mes oreilles parlent pour moi. Là. Dans cette heure-là, j'avais pas ces mêmes oreilles-là. La question. Mais non, ben tu sais, puis en plus, j'étais trop à perdre. J'avais trop à perdre anyway dans ce temps-là. Puis non, mais je disais pas, genre, dans ma tête, j'étais convaincu que tu le faisais pas. Mais je me demandais si t'avais pas une réplique déjà écrite à dire au cabochon. Parce que moi, je suis un happy drinker. Hein. Moi, quand je suis chaud, je suis bien le fun, puis je veux juste du fun. Je veux pas me battre avec personne. Je viens pas agressif. Mais t'as-tu une réplique drôle, d'abord? Non, pas vraiment. Moi, si tu me dis que je suis un cabochon, je vais dire t'as raison, puis ça se finit là, c'est tout. Je vais pas m'astiner avec toi, c'est correct. Là. Non, mais c'est parce que ce qui me fait rire, c'est qu'on parle de ça parce que, tu sais, j'ai écouté un documentaire récemment sur Bruce Lee, puis à cause des films, les gens pensaient que c'était comme, tu sais, il était de même, là, partout où il allait, il donnait des coups de pied dans la face. Fait que là, il disait qu'il avait donné des entrevues à la télé parce qu'il était tanné de recevoir des invitations. Tu sais, il recevait par la poste un gars qui, on se présente tout au sommet de telle montagne, on va se battre les deux jusqu'à la mort. Puis là, il était tanné, il avait dit, tu sais, ça reste des films. Tu sais, fait que moi, j'avais l'image que toi, un peu comme les gars de hockey, tu sais, quand Brescia, il était allé dans le semi-pro, il disait, hey, là, ça avait plus de sens, là. Il dit, tu sais, les gars m'appelaient tard le soir, demain à la game, tu vas voir. Puis, tu sais, on se demandait si c'était le genre d'affaire qui arrivait encore, que tu te promenais, puis il y avait des débiles qui disaient, si je bats de côté, je peux aller. Non, mais je pense que je pense que tu t'attires la marde aussi, là, dépendamment de ton comportement. C'est sûr, j'arrive dans un bar puis je bouscule le monde puis le monde savent qui je suis puis j'étais un jackass. Ça se peut qu'il y en a un qui veulent m'essayer. Ça se peut, il y a des chances. C'est pas si pire que ça. Mais tu dégages pas ça. Non, vraiment pas. C'est ça, je te dis, ça dépend. Je pense que c'est toi qui cherches le trouble. Est-ce que la UFC a vraiment connu un switch entre la période des stéroïdes puis l'après? Tu sais, Georges, il a parlé beaucoup de ça, mais est-ce que un moment donné, vraiment, on sent que la UFC a pris ça plus au sérieux? Ben, c'est sûr parce que là, l'USCDA est là. Fait que les tests sont pas mal plus vigoureux. Les tricheurs, il va tout le temps en avoir. Puis tu me demandes est-ce que tout le monde est clean aujourd'hui au UFC? La réponse est non. OK. Tu sais, il y en a qui. Juste. Johnny Hendricks, mettons. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que lui, il s'est jamais fait de pogner. Sauf qu'aussitôt que l'USCDA est arrivé, t'as vu, c'était à partir en bas. Ça, c'était l'exemple que j'avais. Eric Silva, c'est la même chose. Mais tu sais, ces gars-là se sont jamais fait de pogner. Fait que tu sais, c'est dur de les accuser et de dire oui, ils étaient sur le stock. Mais quand tu vois leur performance après, ça descend. Puis moi, je pense que c'est plus une question de confiance en soi. Tu sais, si t'en prenais, t'en prends plus, là, tu te sentais moins fort, tu te sens que t'étais moins explosif. Mais tu sais, peut-être ta confiance va descendre un peu aussi. Fait que, tu sais, c'est toute une grosse polémique autour de ça. Georges a fait beaucoup avancer le sport là-dessus en amenant justement une organisation qui s'occupe de faire des tests, des vrais tests, puis il n'y a pas de favoritisme. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as des grandes vedettes qui se sont fait pogner aussi, comme des gars qu'on ne connaît pas. Je comprends. Ça, je trouve ça bien. Cool. Mais le sport est mieux, mais il est loin d'être parfait. Là. OK. Il y a du monde qui triche aux Olympiques. Là, qui travaille avec des médecins, avec des Je laboratoires. Te confirme qu'en UFC. pas juste au UFC. En arts martiaux mix, n'importe où. C'est pas propre. Tu sais, John Jones, on dirait que ça avait plus de sens. Là. Il se faisait comme pogner à répétition. Là. C'était rendu comme manuel. C'est ça. Ça dépend sur quoi tu te fais tester. Puis à cette heure, c'est dur de dire que tu ne savais pas. Parce que tu as une liste vraiment de savoir qu'est-ce que tu peux prendre en compétition, hors compétition. Tu as tes devoirs à faire aussi. Puis tout le temps,
sais, la meilleure excuse, c'est des suppléments contaminés. Là. On l'entend. Ça, c'est la meilleure excuse, mais je pense, rendu à ce niveau-là, tu es responsable de savoir ce que tu te mets dans le corps aussi. Ce que tu t'ingères. Fait que, tu sais, c'est... toi, Étienne, il y en a qui... Je dis pas qu'il y en a que c'est pas vrai, des suppléments contaminés, mais encore une fois, c'est ta responsabilité de savoir exactement ce que tu prends. Ouais. Tu sais, on parlait, je lisais, j'ai lu que tu avais eu quasiment plus de 10 chirurgies pour que ton corps il passe à travers toute cette période-là, dont 8 au genou, si j'ai bien compris. Tu sais, on se demande souvent à quel point c'est tough sur le corps, une carrière. Toi, tu as 34 combats professionnels. Tu sais, aujourd'hui, est-ce que tu as encore des signes de ça? Est-ce que t'as encore, là, il fait humide, puis là, tu peux plus, t'as mal aux genoux, là? Ben, tu sais, c'est sûr, mon corps est hypothéqué, là, vraiment. L'important pour moi, c'était ma taille qui soit correcte, puis, tu sais, on revenait là-dessus, mais c'est sûr que, tu sais, mes genoux sont... Je peux courir longtemps, mais je cours pas vite. Tu sais, courir vite, c'est impossible pour moi. Mais est-ce que j'ai des douleurs? Non. Okay. Mais, mon corps, en général, fait tout le temps mal, mais j'ai appris à vivre avec ça. Mon bas de dos, mes genoux, des choses comme ça, mais j'ai tout le temps quand même resté actif justement pour pas tomber dans la nécrose. mon corps pogne tout d'un pain et que ce soit irrécupérable après. Mais oui, je me suis fait nettoyer 2 fois le coude parce que j'avais trop de calcaire dedans. Je me suis fait construire ce genou-là 2 fois, le genou droit. D'autres opérations avec les ménisques, cassé 2 fois la main, des pins dans le pouce. C'est pas facile comme sport. C'est un sport qui est dur, mais... jamais personne qui m'a forcé à faire ça. Je veux dire, moi, j'étais volontaire pour faire ça. Fait que, c'est dur de vouloir faire pitié après. Tu comprends? J'ai signé en bas de la feuille pour dire, OK, on y va. Puis, c'est comme, j'étais conscient des risques. Au niveau de la tête, cependant, ça, c'est quelque chose qui m'inquiétait pas mal plus. Quand tu commences à avoir une famille, tu commences à avoir des enfants, tu veux être capable d'être là pour faire le devoir, puis être capable d'être là pour jouer avec eux autres quand ils vont être capables de courir, puis d'être là tout physiquement, mais mentalement, pas mal plus. Puis, moi, j'ai pris ma retraite, justement, j'ai pris ma retraite sous mes propres termes. J'ai pris ma retraite parce que j'étais tanné, puis j'avais passé à travers tout ce que j'avais passé là-dedans. Et personne ne m'a sacré dehors, puis j'étais encore compétitif. J'aurais peut-être pu faire 1 autre 2 combats, mais j'étais rendu là. J'étais rendu à un stade où j'étais rendu ailleurs. Puis mes 2 derniers combats, je me suis fait frapper plus fort que dans mes 15 dernières années. Ah ouais? Je me suis fait faire plier les genoux, mais dans mes 2 derniers combats. Puis pas parce que mon menton est moins bon, c'est parce que les shots, j'ai moins pu venir. Fait que, à un moment donné, tu te ralentis avec le temps. Exact. Fait que, pour moi, pour ma sécurité, puis pour rester en santé le plus possible. Puis moi, je me suis jamais fait knocker en plus. Dans ma carrière, je me suis jamais fait knocker out cold à terre, puis en convulsion, ben non, les yeux fermés, puis ça me prend genre 1 minute à en revenir. Puis quand j'ai eu ma fille, pour moi, c'était super important que je sais que dans 7-8 ans, elle va vouloir savoir ce que je faisais avant, puis elle va aller voir des vidéos. Ces images-là, elle les verra jamais. Pour moi, ça, c'était super important qu'il n'y ait pas d'image de moi à terre, knock-out, en convulsion, la bave, ou les yeux tournés en arrière. Pour moi, ça, c'était vraiment, vraiment important. Puis ça a comme donné le go de prendre ma retraite, puis j'étais en paix avec ça. Tu as passé des tests? Puis, ben c'est ça. Après ça, 1 an après ma retraite, là, j'ai commencé à... Je trouvais que ma mémoire à court terme faisait défaut. Des fois, je textais quelqu'un, j'ai dit, OK, il faut que j'aille faire ça, j'ai fini mon texte, là, j'oubliais qu'est-ce que je voulais aller faire. Mais là, ça revenait, genre 5-6 minutes après. Ça arrivait une couple de fois. J'oubliais de fermer la porte la porte patio ou quoi de même, tu sais. OK. Fait que là, à un moment donné, je me dis, OK, je vais aller voir. Je veux dire, j'ai quand même 15 ans de coups de poing sur la tête d'expérience. Fait que, tu sais, puis c'est pas juste les combats, c'est l'entraînement aussi, tu sais. Fait que, j'ai reçu pas mal plus de coups de poing sur la tête que 34 combats, tu comprends? Ben oui, je comprends très bien. Fait que je vais passer un test avec un gars qui s'appelle Louis de Beaumont. C'est un neurologue. On passe des tests, puis là, je dis ça, puis je compte mon histoire, puis on passe des tests, puis je sortais de là, j'étais brûlé raide, là. Tu sais, des tests de mémoire, des tests de couleur, des tests, là, après ça, des tests d'histoire, puis des tests de mémorisation, puis sérieux, c'était vraiment, c'était des 3 heures d'affilée juste à faire des tests, à produire des modules, des patents de même. Puis ça a duré, on a fait ça 3 fois, ça a duré 6 mois, puis après ça, ben, il m'a dit, garde, il dit... je suis vraiment content que tu sois venu me voir parce que il y a 3% d'athlètes qui font des sports de contact, des sports de combat, qui vérifient s'ils ont des séquelles après. Juste 3%? Ouais. Parce qu'ils veulent pas le savoir. Ah, OK. Souvent, je dis, non, c'est bien niaiseux. Je dis, moi, quand j'ai passé ça, c'était ça, j'avais 37, là. Tu sais, je veux dire, j'ai de quoi à faire pour réparer les dommages, je vais le faire, je veux le savoir, tu sais. Fait que finalement, il m'a dit, garde, il dit, ça va très bien. Il dit tes tests sont super bons.
Je pense que tu as juste un problème d'attention. Qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, ben dans le fond, tu t'en crisses. Fait que, tu sais, ta coupe mémoire à court terme, c'est ça. Tu sais, si pour toi, ça t'intéresse pas, ben ça se peut que tu l'oublies quand même assez vite, puis ça revient après. Mais c'est pas un problème, c'est pas un... C'est pas à cause de tes combats. Exact, c'est pas un problème à cause de tes commotions. Toi, tu devais être T'es juste un homme, c'est tout. C'est peut-être ça, mais... J'ai l'image que... Puis c'est ça. Puis on a établi qu'à chaque 3 ans, je vais repasser ces tests-là pour voir s'il y a quelque chose de dégénératif. C'est fou, ça. Ben, tu sais, ça coûte cher ces tests-là quand même. Puis je pense qu'il y en a qui veulent pas le savoir ou veulent pas dépenser de l'argent là-dessus. Bon, moi je trouve c'est chacun ses choix, là, mais je pense que quand tu as une carrière comme ça, violente, des coups que j'ai reçus, je veux bien croire que j'avais un bon menton, mais ça m'a sauvé une couple de fois, mais l'impact est là pareil. Tu sais, c'était quoi? Je sais que c'est drôle, mais tu sais, la comparaison entre, mettons, un Américain et un Canadien par rapport au système de santé, comment ça marchait? Genre, tu te bats à Vegas, puis là, tu sais, mettons, t'es magané, puis là, tu prenais l'avion pour revenir au Québec, puis là, tu te faisais soigner rendu ici, puis les Américains, eux autres, ils ont une facture de fou. Comment? Tu sais, cette bout-là, il devait être bizarre un peu. J'ai jamais été à l'hôpital aux États-Unis après un combat. Même quand je me suis pété le genou à Chicago, le lendemain, je m'en allais en vacances à Cancun. Fait que ben oui, j'étais allé. J'étais allé. Mais tu sais, j'étais correct. Si je marchais en ligne droite, j'étais correct. Mais tu sais, mon genou, il débloquait un peu. Parce que dans le sable, dernière fois, c'est. Mais whatever, j'ai jamais été là. Mais ce qu'ils font, c'est que, tu sais, après le combat, tu reviens chez vous. Ils vont t'appeler une semaine après, puis il faut savoir si t'es correct. Puis tu signes une release après ton combat parce que jusqu'à 6 mois, si tu as besoin de soins, ils vont te payer tes soins. Ah, wow. Fait que ça marche plus du côté américain parce qu'ici, on a un système de santé qui est gratuit, entre guillemets. Là, on le paye, là, mais en tout cas, whatever. Fait que c'est comme ça marche. En tout cas, je sais pas si pour tout le monde c'est ça, mais pour moi, c'était ça. OK, super. Moi, j'avais l'image là, que le pauvre gars, il rentrait chez eux, puis là, il a pas fait assez son 10 000, puis ça payait ses soins, puis là, il fallait qu'il choisisse. Ils vont taking care de la facture, là. Si t'es blessé pendant le combat, là. OK. Au moins. Mais, tu sais, parce qu'une semaine, je trouvais ça long, pareil, un peu, là. J'étais comme, tu sais, merci d'appeler, là. C'est sûr que mon bras, il est en train de l'opérer. Vous êtes bien fin, Dana. Bonne semaine. Merci bien. On se revoit dans 3 mois. Mais, puis, toi, t'es rendu où? Tu sais, t'as 40 ans, t'es un fighter, t'as ton gym, tu donnes des conférences. Tu joues au golf. Exact, un gars de golf. C'est quoi le next pour toi? Y a-tu quelque chose, là, une ambition qui reste là, à régler, quelque chose que t'aimerais vraiment accomplir? Ben là, ma femme est enceinte dans 2 mois, on va avoir un autre petit bébé, donc on va avoir un petit gars, je suis bien content. Fait que ça, à court terme, c'est pas mal ça que je te dirais qui est dans ma tête. Ah, c'est hâte, ça. Fait que ça, je suis super content. J'ai déjà une petite fille de 3 ans et demi, puis là, la famille va être complète. On est vraiment, vraiment content de ça. Comme tu disais, je donne des conférences. Là, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, tout a été pas mal au ralenti. Mais t'aimes ça? J'adore ça. J'adore ça parce que là, elle est pas mal rodée, je te dirais. Puis j'adore ça. Puis tu sais, mon message, j'ai sorti un livre en 2016 qui s'appelle Tout est possible, qui est un livre de motivation et de résilience. Puis c'est ça mon message. Puis je pense que ça passe bien. Puis à toutes les fois que je donne des conférences, il y a du monde qui vient de me voir après. Puis ils me disent que, sérieusement, ma conférence n'est pas faite pour les âmes douces. Là. Je te dis qu'être égoïste dans la vie, c'est important. Puis qu'il y a personne qui te doit rien. Puis que la chance n'existe pas. Puis lève ton cul. Puis travaille. Mais je donne des exemples là-dessus qui est relatif à mon parcours personnel puis professionnel aussi. Je donne l'exemple que moi, j'ai une montagne russe dans ma carrière professionnelle, mais j'ai toujours trouvé une façon de revenir au sommet. Puis j'explique comment j'ai fait ça, puis ça se transporte dans la vie de tous les jours aussi. Fait que, c'est ça, c'est mes conférences, puis j'adore faire ça. Puis la réponse est bien, est super positive de ceux qui viennent. Puis c'est ça, le centre XPN. Mon complexe sportif qui est ouvert depuis 2 ans et demi maintenant, qui commence à super bien aller. Écoute, je ne compte pas de mentir, on n'a pas parti ça pour faire de l'argent rapidement. C'est tough, c'est dur. C'est dur de faire de l'argent avec un gym, mais là, ça va super bien, tout roule. Puis on a créé une communauté de notre centre XPN, qu'on est super content, puis on a des super bons clients, puis des bons entraîneurs aussi. Fait que ça, on est vraiment content. Puis là, c'est reparti, là, pas très longtemps. Fait que ça, c'est vraiment cool. T'as des super clients. En plus, des gars, je trouve ça cool. Tu parlais qu'il y a des gars de la NHL qui te font confiance pour dire on va aller chez vous, vous avez l'expertise.
pour devenir de meilleurs athlètes. Ça, j'aime bien ça entendre ça. Ouais, puis on a tellement de différentes sortes d'entraîneurs pour différentes facettes d'entraînement que tu cherches. C'est impossible, tu ne trouveras pas ce que tu cherches chez nous. C'est impossible. Puis on a des services de thérapeutes aussi. On a un docteur qui est là aussi si tu as besoin de rendez-vous médical pour avoir des prescriptions, des choses comme ça. Fait que, c'est vraiment un centre de nutrition surtout. Ouais. On a un centre quand même assez complet. Fait que ça, c'est super le fun. C'est le centre ISPN à Saint-Bruno. Puis bientôt, on va rentrer dans le jeu. J'étais inscrit aux ateliers Fichot pour parfaire mon jeu d'acting. Nice! Parce que prochainement, j'ai quelque chose qui s'en vient, soit dans des films ou des séries télé québécoises aussi. Fait qu'on va te voir dans District 31, le sergent détective côté. Non, mais c'est hâte. J'ai hâte de voir ça. Fait que ça, c'est super le fun. Puis avec ma boîte de gérance PPS Canada avec Steve Godbout qui connaît beaucoup de monde, on se place avec faire beaucoup de choses. Ouais, puis bon Jack. Steve Godbout, vraiment bon Jack. Vraiment. Puis lui, on s'est connu à cause justement du UFC. C'est un grand fan du UFC. Puis à un moment donné, il m'envoie un message sur Facebook. Il écoutait l'UFC. Il disait, hey, by the way, je voulais juste te dire, moi, je suis général d'artiste. Je cherche pas quelqu'un. Je veux juste te dire que il voulait me dire que j'étais bon. Puis que lui, c'est un grand fan. Puis finalement, ça a commencé de même. Puis je l'ai harcelé pour qu'il me signe. Puis parce qu'au début, il voulait juste me signer pour les conférences. Je garde, c'est tout ou pas en tout. Là. Moi, je veux jouer. C'est quelque chose qui m'intéresse, jouer dans des séries, des choses comme ça. Puis finalement, écoute, ça va super bien depuis qu'on est ensemble. Puis j'ai une compagnie médicale de CBD aussi. J'ai une compagnie de cannabinoïdes qu'on développe des produits pour monsieur, madame, tout le monde. Très bientôt, on va avoir un produit qui s'appelle Time Out. C'est une boisson qui fait le contraire du Red Bull, dans le fond. Là. Du CBD dedans qui va relaxer. C'est pas fou. Il n'y a pas de THC dedans. Là. Tu vas pas être buzzé en buvant ça. Là. C'est complètement différent. Tu as le THC qui est récréatif, tu as le CBD qui est médical. Puis on développe aussi des patchs anti-inflammatoires pour les athlètes aussi. Ah, c'est hot. On est dans le processus comme ça. Wow. Puis là, on est pas mal plus du côté américain parce qu'ici au Canada, c'est pas légal encore le CBD médical. Ça se supposé arriver cette année, mais là, ça a été reporté encore une fois à cause de ce qu'on vit. Mais présent, très très bientôt, nos produits. Ouais, c'est sûr que oui. Mais tu vois, tu me comptes tout ça, puis je suis encore plus content que tu aies accepté de venir ici. Tu es un gars occupé. Puis ça veut dire aussi que tu as saisi ça, tu sais. Des fois, je demande souvent ça aux athlètes, les gars qui sont venus ici. Qu'est-ce que ça t'a apporté de devenir un athlète pro du UFC? Est-ce que tu penses que l'éthique de travail, mettons par exemple, c'est quelque chose qui a valu à peine pour ce que tu fais aujourd'hui, de te lever le matin, Ben oui, parce que une routine d'un athlète, même si tu n'aimes pas la routine, il faut t'en aies une. Il faut que tu te dises, OK, le mercredi, je fais ça, après ça, je me repose. Parce que ça prend des temps de repos aussi. Fait qu'il faut que tu sois quand même bien structuré quand tu es un athlète parce que pour aller chercher le maximum de ce que ton corps est capable de faire, que ce soit avec la nutrition ou l'entraînement, il faut que tu gères bien ton temps. Puis je pense que c'est à cause de ça aussi, aujourd'hui, moi, j'ai bien de la misère à rester assis à rien faire. J'angoisse si mettons, j'ai rien à faire. J'ai jamais rien à faire, mais des fois, je trouve que j'ai rien à faire du corps. Je comprends. Finalement, la boisson de CBD, c'est pour toi. Ouais, c'est time out. Ma face va être dessus. C'est pas pareil quand t'as pas pris ton time out. Mais c'est bon, time out, pour vrai. C'est un bon nom. C'est un bon nom. Fait que... Oui, ça m'a aidé. Je pense que mon passé militaire aussi m'a appris à avoir une discipline aussi en tant qu'athlète. Ça m'a aidé à faire une transition beaucoup plus facile, d'être rigoureux sur pas tricher dans mes entraînements puis dans mon entraînement puis dans mon alimentation. Je pense que c'est un tout aussi. Puis c'est ça. Puis être un athlète professionnel dans ce sport-là, c'est pas facile, c'est pas évident, mais je pense que tout athlète a besoin d'avoir une certaine routine pour arriver à performer le mieux possible. Real nice. Hey, avant de terminer, Eric, là, j'ai une question qu'on n'a pas demandé à part. Je savais qu'elle s'en venait, celle-là. Vas-y. C'est qui l'adversaire le plus facile que t'as jeté à terre? Écoute, j'ai fait un tournage à RDS. Ça m'a donné un gars qui était habillé en soude de lutte. On a-tu un extrait? T'avais-tu prévu un extrait? Non, j'avais pas pensé. Il l'a sur ma page Facebook, au pire si tu fouilles dans les vidéos. En tout cas, pour l'histoire, c'est ça. On a fait un tournage avec RDS, puis on avait fait des mises en situation, comment j'étais capable de l'amener à terre. Puis à un moment donné, j'avais un bras dans le plâtre. À un moment donné, j'avais un pied dans le plâtre avec une botte. On y avait mis des... C'est ça, on t'avait handicapé un membre. Ouais, exact, pour montrer qu'il était capable de me jeter à terre pareil. Là, c'est drôle, ça. Mais c'est mon saut surtout qui passait à l'histoire. C'était assez déconcertant. Ça a été plus facile quand
ils m'ont bandé les yeux, j'étais aveugle, je le voyais pas. Là, c'est beaucoup plus facile, ça. Ah, mais c'est là, tu te rends disponible pour toutes ces affaires-là, parce que On a un peu de fun. je regardais ta feuille de route. Moi, j'étais genre impressionné des adversaires de qualité que tu as eu, man. Tu sais, Thompson, tu sais, Cerrone, je veux dire, Ortiz, Chris Anderson Silva dans son pic. Tu sais, à un moment donné, t'acceptais les meilleurs fights, les toughest ones tout de suite. Exact. Ben, tu sais, moi, je pense que c'est de même que je suis aussi. On n'a jamais choisi d'adversaire. Les seuls qu'on a refusés, c'est des Russes parce qu'on voulait pas frapper sur des roches. Non, mais les Russes, on dirait qu'ils n'ont pas de sentiment. Tu vois pas si tu leur fais mal. C'est des durs de durs. On a tout le temps évité les Russes. Je me suis jamais battu contre un Russe. C'était la seule affaire qu'on avait dit avec Fabio, avec mon coach. On a dit, si on a eu la chance de pas se battre contre un Russe, fuck it. C'est drôle comme réflexion de dire, c'est rien contre les... Parce que t'avais écouté Rocky IV. Exactement. De Drago. Mais, tu sais, mais oui, je suis fier de ça. Tu sais, des Kong Lee aussi. Je me suis battu contre beaucoup de légendes. Puis écoute, pour moi, c'est ma feuille de route. Je suis extrêmement fier de ça. Puis j'en ai fait des combats. Si on prend mes 2 combats que j'ai fait dans The Ultimate Fighter, je suis le Canadien avec le plus de combats dans l'UFC aussi. Hey, ça, c'est ça, je trouve ça cool aussi. Bravo. Fait que, tu sais, en tout et partout, il y en a beaucoup qui me demandent, t'as-tu des regrets? T'as-tu quelque chose que tu ferais différemment? La réponse, c'est, je me pèterais pas le genou dans mon combat de championnat du monde, mais tu sais, c'est pas moi vraiment que gérais ça. Puis tu avais donné du fil à retourne dans cette fight-là que j'ai réécouté, by the way, là. Tu voyais que Silva, il fallait qu'il se concentre, mon gars. T'étais patient. J'ai trouvé que c'était vraiment... Tu avais donné du... Tu sais, Silva, c'est un très, très bon contre-attaquant. Incroyable. Puis tout le monde voulait le déborder rapidement, puis on avait vu ça dans les combats avant, puis le monde, il se battait contre Silva, puis il avait comme déjà perdu d'avance avec leur attitude. Moi, j'étais allé là, je me dis, pire, s'il me knock, je m'en souviendrai pas. Je me suis dit, je montrerai pas qu'il m'impressionne. C'est un gars qui est fait en chair et en sang comme moi. Là. Fait que, si je suis capable d'être clippé, je savais que j'étais capable de knocker n'importe qui. Fait que, c'est pour ça que on voulait attendre jusqu'au 3e round pour pousser plus la machine, parce que c'était jamais rendu au 3e round. C'était dans une nouvelle situation. Bon, là, malheureusement, mon genou a explosé, mais je dis, je suis le premier qui s'est rendu au 3e round avec. Là. Puis quand j'ai regardé la caméra, j'ai fait 3 comme ça. J'avais prévu d'avance. Je savais que j'allais faire ça, j'allais me rendre là. Ouais. Fait que, c'était tout un fight. Moi, ça m'impressionnait. Je regardais ta fiche, je me disais, crime, man. C'est pas des petits clients, là. C'était comme des très bons, là. Lui, il a Hall of Famer. Moi, pour ça, dire, t'as fait une finale contre un des plus grands bijoux brésiliens de l'histoire du UFC. Surtout dans ce temps-là, il était intouchable. C'est ça, il était quick, il y avait tout. Je me souviens qu'il y avait Dana White avait comme imposé, je pense, Forrest Griffin, un combat contre lui. Puis là, tout le monde disait, enfin, un gars qui va le tenir. Ouais. Je pense que ça a duré 1 minute. Ah non, il a joué avec, là. C'est comme la matrice. Ouais, exact. Il avait les bras le long du corps. Hey, mais pour vrai, je te remercie, Pat Côté, d'être venu ici. Tu peux revenir quand tu veux. Puis pour vrai, pour nous autres, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir parlé de ça. Je suis fier de dire que effectivement que les Québécois ils ont contribué à ce rise de ce sport-là. On peut t'écouter RDS. Pour ceux qui s'intéressent pas encore à ça ou qui voient ça comme un sport barbare, moi je trouve que tu l'amènes d'un aspect technique. On est dans une période vraiment intéressante en plus pour l'écouter. Fait que j'encourage tout le monde. Puis oui, on va recevoir David Loiseau si tu réussis à nous donner un petit coup de main. Pas de qu'on problème. puisse le recevoir. Puis j'attends ton time-out. Je vais en acheter un. Les conférences. Ça sent bien. Conférences puis le livre. Ah oui, conférences. Puis une autre chose aussi, si tu parlais d'expliquer les combats, d'expliquer je suis actionnaire maintenant d'une application web qui s'appelle Denso. Okay. Sur cette application-là, c'est une application qui est gratuite, qui va toujours rester gratuite aussi. C'est une application de circuit training, dépendamment du sport que tu fais. Wow. On a Bruni Surin, on a là-dessus qui fait des trainings pour le monde à la maison, qui est spécialisé sur la course. On a Howard Grant aussi qui fait la boxe. On a Corinne Laframboise qui fait des trainings qui se rapprochent du jiu-jitsu brésilien aussi. Puis là, bientôt, moi, je vais faire des capsules aussi pour des entraînements à la maison qui vont se rapprocher sur des entraînements d'arts martiaux mix aussi. Incroyable. C'est denso.com. OK. Puis c'est une application qui est gratuite. Gratuit, c'est ça qui est vraiment cool. Puis il y a beaucoup de contenu là-dessus. Puis dépendamment du sport que tu fais ou dépendamment de la passion que tu as pour le sport, tu peux aller chercher ce que tu veux là-dessus. Là. Okay, mais on pourrait pas mieux finir que ça. Merci Denso. Étienne. Merci à toi, Rick. Denso, t'as une période, les humoristes, on repart fort. Puis je t'avais dit qu'on l'aurait à un moment donné. Pat, il viendrait faire son tour. Génial. Très cool. Fait qu'oubliez pas, on fait attention aux gens qui ont des oreilles en chou-fleur, même si vous êtes policier. Ça, faut se le rappeler. Ouais, exact. La bière. La bière qu'on a bu pendant Puis le aussi, podcast. on prend le temps de plugger
Merci aux gens de la chambre. Yes. Éric Champoux et sa gang de nous offrir des bons produits. De la chambre qu'on fait. Pat, t'as déjà travaillé avec Éric en plus. Hey, ça, c'est malade. Ça. Ah, Éric, c'est vraiment un bon gars. Là. Ouais? Voilà, ouais. J'ai rien. Cool. Sérieusement, j'ai rien à dire contre Éric. C'est un gars qui est vrai, puis il va te dire les vraies affaires. Puis c'est un travaillant. Fantastique. J'aime ça entendre ça. Étienne, n'oublie pas ça dans tes Exactement. réseaux sociaux. Merci à toi, Eric. On remercie la machine 4771 et H2O Media qui joignent la distribution. Merci beaucoup, Les guys. spectateurs en studio aussi. Et les 2 spectateurs en studio, nos 2 premiers. Qui vont Ils se souvenir applaudissent qu'ils même étaient pas. là. Ils applaudissent même pas. Monsieur X à la régie. Pour vrai, c'était un bon show.